Hey, salut tout le monde! Voici le 4e épisode. Je vais vraiment pas vous parler longtemps parce que vous allez voir, il est costaud cet épisode. On l'a enregistré avant hier au Osgang Plaza, devant public. Alors probablement que plusieurs d'entre vous étaient là. C'est un épisode pour souligner les 25 ans de l'Iris. Ça fait depuis la fin du printemps dernier qu'on essaie d'élaborer un concept. Là. Ça a pris plusieurs incarnations. Et finalement, on a décidé vraiment de faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire de brosser de faire une chronologie des grands thèmes qui ont occupé l'Iris depuis sa création. Vous allez voir, j'étais avec Evelyne Couturier, qui est une chercheuse à l'Iris et qui est un peu celle qui va nous accompagner dans toute cette histoire riche, cette histoire pertinente. Et il va y avoir aussi des performances, entre autres, de Coralie Laperrière, de Xavier Boiron, de Kev Lambert, un espèce de cabaret sérieux, mais déjanté, devant public, super ambiance. Alors, voilà. Et là, vous allez voir, il y a des variations parfois. C'est toujours difficile de faire des enregistrements devant public pour le montage. Puis en plus, les humoristes étaient sur des micros sans fil. En tout cas, il y a eu des technicalités qui font en sorte que le son, ça sonne bien, là, mais le son se promène. Alors voilà, je voulais juste vous en avertir. Je le sais, mais en même temps, je voulais que ce soit en ligne le plus rapidement possible. Alors voilà, je vous souhaite un excellent 4e épisode. C'est presque 2 heures, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec toute cette formidable équipe et tellement essentielle de l'Iris. Alors voilà, bon épisode tout le monde. Quatrième épisode de la saison 8. On est au Osgang Plaza et il y a plein de gens dans la salle. Voilà. Et là, je ne serai pas seul. Evelyne Couturier. Bonjour. Bonjour. Là, expliquez-nous ce qui se passe. Parce qu'on est devant public. On est devant public et on est devant public pour un événement un peu spécial. On célèbre le 25 ans de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Oui. Alors, ce soir, on va passer au travers de ces 25 ans d'une certaine façon avec plusieurs chercheurs et chercheuses et on va s'arrêter au travail que vous avez fait. Oui. Un bon travail parce que, comme je disais tantôt avant d'enregistrer, la gauche est en montée assez fulgurante dans plusieurs régions du monde. Présentement, mais il faut pas trop s'inquiéter, il y a des contrepoids. Hein, les gens qui s'inquiètent que la gauche prend trop de place, il y a des contrepoids, il paraît. Il y a des institutions qui vont faire en sorte que ça n'ira pas trop loin. On va se donner du courage. On va voir qu'il y a des choses qui ont changé depuis 25 ans et pas tant. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Et il y aura aussi des humoristes et aussi, je dirais pas l'autre personne, parce que c'est une surprise, parce qu'on est très content. On est content que tout le monde soit là. Mais moi, je suis content parce que je dois avouer que, sans le savoir, mon destin de cette fulgurante carrière est lié un peu à l'Iris parce qu'au moment où l'Iris se créait, j'étais dans les apartistes. Et il y avait un des membres des apartistes qui a participé à la création. Alors, parlons un peu... Oui. Evelyne, je ne sais pas si vous l'avez dit déjà, vous êtes chercheuse? Je suis chercheuse à l'IRIS depuis 2005-2006. C'est un peu flou parce que lorsque j'ai commencé à travailler à l'IRIS, on était plutôt des étudiants bénévoles qui essayaient de faire quelque chose en même temps qu'on complétait nos études. Donc, Vous n'aviez pas la structure financière des débuts de l'Institut économique de Montréal, par exemple? Absolument pas. Il fallait que vous travailliez en même temps, dans des vrais jobs. OK. Et donc, quand l'IRIS se crée, il y a... Est-ce que c'est né d'une chicane? Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que moi à l'époque, il y avait un membre des apartistes qui nous racontait que ça brassait avec Léopold Lauzon. On va le nommer. Léopold Lauzon. Et là, on se disait, mon Dieu, c'est donc bien intense faire de la recherche à gauche. Les gens se battent dans les corridors de l'UQAM et ça a un peu donné l'IRIS. Il y avait 3 chercheurs qui travaillaient avec Léopold Lauzon qui ont décidé de partir pour les raisons qui leur appartiennent. On salue Léopold. Où qu'il soit. Et qui ont décidé de fonder un institut qui serait indépendant, des universités, des institutions universitaires, mais également du gouvernement, qui n'accepterait pas de subventions pour faire de la recherche sur des sujets en particulier. Ils ne voulaient pas se faire instrumentaliser par l'État. Alors, ils ont parti leur petit institut, mais c'était un institut qui était un projet parallèle avec leurs autres projets, avec leurs autres carrières, avec leurs études. Donc, si on prend les premières années de l'IRIS, en 2000 et 2005, on est à peu près à 2 études par année. En comparaison, maintenant, on est plus autour d'une vingtaine,
des fois même plus encore d'études par année. Fait que c'était un petit projet on the side pour ces personnes-là. Et là, on rappelle le contexte idéologique à l'époque. On est dans la pensée. On est dans. Est-ce qu'on est dans l'âge d'or du néolibéralisme? On peut dire ça? La pensée unique, c'est la fin de l'histoire. Oui, Francis Fukuyama nous a dit que tout était correct. Absolument. Puis on est aussi dans une époque où est-ce que l'IEDM est la voie de l'économie. Oui. Alors, quand on a une question sur l'économie, on invite l'IEDM et l'IEDM répond « L'économie nous dit que... » et c'est la science qui parle. Il n'y a pas de présupposé idéologique, il n'y a pas de... C'est la main visible de valeur. C'est la main visible du marché qui est indéniable et obligatoire. Oui. Fait que l'IRIS vient dire un instant. L'économie, c'est aussi une science sociale, c'est une science d'humains qui font des échanges, qui font des transactions, qui font des choix de politique publique et qui essayent, tant bien que mal, de venir gratter un peu ce consensus-là. Et dès le début, est-ce qu'il y a cette idée aussi de mettre de l'avant une façon de fonctionner qui va un peu mettre en pratique ce qu'on dit, c'est-à-dire l'autogestion? Absolument, absolument. Nos 3 premiers chercheurs, c'est un trio d'amis qui décident de faire ça, mais qui n'essayent pas non plus de créer une institution qui va durer longtemps et qui n'essayent pas de se créer un emploi. Arrive 2005, 2006, là, il y a une gang de jeunes dont je faisais partie à l'époque qui, eux, ont cette idée-là de dire on veut créer notre emploi, puis on veut créer un emploi où on n'en aura pas de boss. Oui. On va être autogéré, on va prendre nos décisions ensemble, on va s'assurer de choisir les sujets sur lesquels on travaille, de partager la charge administrative pour que, et encore aujourd'hui dans l'organisation, tous les chercheurs font aussi du travail administratif. Toutes les personnes qui sont dans des postes plus d'administration, de communication participent aux recherches à trouver les angles les plus pertinents, remettre en question certaines idées. On est vraiment une équipe qui est multitalentueuse et autogérée. Bravo. Oui, je pense qu'on peut... Vous êtes encore là. On va en parler tantôt de la période 2005. Là, on va tout de suite commencer avec le premier bloc. On va inviter notre premier chercheur, Maxime Fortin, puis on va se mettre dans l'ambiance un peu de cette belle époque. And I'm pleased to again send my congratulations to Prime Minister Mulroney. One of the important issues in the Canadian election was trade. And like our own citizens earlier this month, our neighbors have sent a strong message rejecting protectionism and reaffirming that more trade, not less, is the wave of the future. Maxime Fortin, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous un peu. Je dirais l'un des petits nouveaux à l'IRIS. Je suis à l'IRIS depuis printemps 2024. Parcours de politologue, formation en sciences politiques. Né à Montréal, je viens du Lac-Saint-Jean. J'ai milité à Québec et habite toujours au Québec. Québec! Robert Val! Alma. Et là, on vient d'entendre juste Alma, ville de combat. On vient d'entendre Ronald Reagan en 1988 qui félicitait Brian Mulroney pour sa belle victoire et qui rappelait que ça sent bon, le libre-échange est une belle chose et avec Brian, on va faire fleurir ce concept-là. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Reagan dirait... En tout cas, je sais pas où il se situerait. On va mettre la table, donc ces 2 décennies-là, 90-2000, c'est vraiment, est-ce qu'on peut dire le ralliement de la classe politique à cette idée du néolibéralisme, là, c'est un consensus. Oui, au début des années 80, il y a encore plusieurs oppositions au libre-échange, mais à partir là, des années 80-90, l'ensemble de la classe politique se convertit aux vertus du libre-échange et ce qu'on voit apparaître, c'est une espèce de discours unique, comme quoi le libre-échange, c'est une bonne chose et c'est presque la marge de l'histoire. Oui. On peut pas l'arrêter. Non, on peut pas l'arrêter et malheureusement, dans les médias, il y a peu de critiques. Il y a peu de critiques du libre-échange et l'IRIS va amener quelque chose qui n'avait pas
été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une critique du libre-échange basée sur une étude économique de la réalité. Mais il faut dire que pendant cette période-là, malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup, mettons, d'arguments rigoureux pour pouvoir critiquer le libre-échange, il y avait quand même des mouvements sociaux qui existaient puis qui disaient on voit le chemin qu'ils sont en train de prendre et c'est pas un chemin qu'on a envie de continuer. Oui. Heureusement, les mouvements sociaux ne se sont pas ralliés et l'opposition au libre-échange, elle est demeurée du côté des mouvements sociaux tout au long des années 80, 90 et 2000. Oui. Donc, si on se rappelle, ne serait-ce que le mouvement anti-mondialisation ou altermondialiste, si on se rappelle les manifestations de Québec, de Seattle, donc le début des années 2000 est un moment fort d'opposition critique à la mondialisation des marchés et au libre-échange, mais l'opposition, elle est principalement concentrée dans les secteurs vraiment où il y a une protestation, où il y a de la protestation. On voit pas beaucoup de critiques du libre-échange au niveau de la classe politique et au niveau des médias, c'est presque pire. Même de tous les partis. Je me rappelle, si ma mémoire est bonne, que le Parti québécois, par exemple, était un des plus ardents partisans même du libre-échange, ce qui était un peu étonnant à l'époque. Mais les gens disaient c'est un peu contradictoire, mais ils se ralliaient complètement à ce discours unique, en fait, politique, où il n'y avait pas d'opposition. Oui, il y a un livre très intéressant du sociologue Jacques Gélinas qui explique le virage à droite des élites québécoises. Et il y a un chapitre où il explique précisément où le mouvement... Comment et pourquoi le mouvement souverainiste s'est rallié à la cause du libre-échange. Et il y avait cette idée-là que, dans le fond, si le Québec commerce de plus en plus avec les États-Unis, ça va être plus facile de faire l'indépendance puisque le Canada, le Québec va s'autonomiser du Canada et va pouvoir commercer avec les États-Unis. Donc, il y avait cette espèce d'idée perverse-là que le libre-échange pourrait faciliter l'accession à la souveraineté du Québec. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Bien, l'IRIS, qui a été fondé en 2000, a été fondé d'abord un peu après le Sommet des Amériques, où on a, entre autres, des politiciens maintenant qui sont élus, qui ont participé à la contestation. Alec Bossonneau. Exactement. Qui était dans les manifestants, qui aujourd'hui serait de l'autre côté des clôtures et ferait en sorte qu'elles ne tombent pas, les clôtures. Oui, il y a des choses qui changent avec le temps. Oui, c'est ça. On change tout. Les choses et les gens changent. Et l'IRIS, parmi les premières publications que l'IRIS a faites, c'est le libre-échange est arrivé à plusieurs reprises. Fait que si on regarde les 5 premières études de l'IRIS, mais il y en a 3 là-dedans qui sont précisément sur le libre-échange, dont la première en mars 2001 et qui était mondialisation et environnement. Donc, on voit que la préoccupation environnementale aussi, qui n'était pas non plus très présente sur la question de libre-échange et en général dans la société, c'était déjà, l'IRIS s'y penchait, déjà il trouvait ça important. Le libre marché allait réguler l'environnement. C'est un peu ça l'argument, c'est que ça ne pourra pas nuire à la Terre, parce que sinon, vu que c'est pas bien, il va y avoir des compagnies qui vont proposer quelque chose qui va être bien pour la Terre, et les gens, on sait très bien que ça a bien fonctionné. Donc, une critique qui liait mondialisation, environnement, il y a peu de gens qui faisaient ça à l'époque. Oui, il y avait une espèce de candeur, il y avait une espèce de naïveté par rapport au fait que l'équilibre va un peu se trouver de lui-même. Voilà. La main invisible du marché va équilibrer les choses et... chaque acteur poursuivant de manière égoïste son intérêt va faire en sorte qu'il va avoir un équilibre dans tout ça. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Et je dirais qu'il y a de moins en moins de gens qui se rallient à ce type de pensée très candide. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas mal la norme. Tout à fait. L'IRIS a été peut-être un des premiers groupes de recherche en Amérique du Nord. Là, je me fie aux notes qu'on m'a fournies. Alors, je veux valider l'information. Premier groupe de recherche en Amérique du Nord a intégré l'idée toute simple que la vie passe avant les profits et qu'un autre monde est possible. Est-ce que ça a été vérifié, ça? Vous étiez les premiers à mettre ça de côté? Ça me semble un gros statement. Ben, les premiers. On fait partie d'un mouvement qui, on l'a dit, dans les années 80, dans les années 90, c'était pas du tout dans l'air du temps. On était beaucoup plus dans la force du néolibéralisme. Chacun pour soi, la main invisible du marché, qui va tout réguler et nous amener le bonheur et la prospérité pour chacun. Et les risques, quand ils ont été fondés, ben, étaient vraiment un ovni dans le paysage médiatique.
politique, puis un ovni pas juste au Québec, mais au Canada et dans le reste de l'Amérique du Nord. Mais il y a une autre organisation qui est un peu plus vieille que nous, qui s'appelle le Centre canadien de politique alternative, faisait un travail similaire dans le Canada anglais. Il existait des penseurs, des chercheurs, des chercheuses qui avaient cette intuition-là et cette rigueur-là, mais c'était encore assez exceptionnel. Et briser le mur médiatique pour arriver à se faire couvrir, nos 3 chercheurs fondateurs de l'IRIS n'ont pas réussi à avoir à être aussi invités, aussi couverts que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Maintenant, la gauche n'est pas en train... la gauche est en train de gagner, mais l'IRIS est plus présent absolument dans les médias aujourd'hui qu'à l'époque. On parle d'environ 2000 occurrences médiatiques par année, l'IRIS. C'était pas ça en 2000, c'était pas ça en 2002. On va faire un bond justement dans le temps, on va se catapulter aujourd'hui, et là on constate, et l'IRIS le fait très bien, une tendance assez déconcertante, la récupération de la critique du libre-échange par la droite radicale et l'extrême droite. Ça, c'est, je dirais pas que c'est divertissant, parce qu'il y a des conséquences, mais oui, c'est quand même assez amusant de voir ce retournement. Est-ce que ça vous étonne? Je dirais que c'est très déconcertant. Oui. Est-ce que ça nous étonne? Je pense qu'on pouvait l'anticiper. On pouvait anticiper que si, à quelque part, la gauche n'était pas en mesure de saisir la colère et la déception engendrées par le modèle précédent, que quelqu'un d'autre allait le faire. Donc, c'était d'une certaine façon prévisible, mais de voir à quel point une partie de la droite redevient l'agent du protectionnisme et cible les acteurs du libre-échange, dénonçant presque une espèce d'élite globalisée, ça, c'est plus surprenant. Et dans les années... Quand a émergé ce qu'on a appelé le mouvement anti-mondialisation ou altermondialiste, déjà au départ, il y avait certaines tendances qu'on pouvait dire beaucoup plus préoccupées par l'ouverture des frontières que par, mettons, la domination du capital. On va le dire comme ça. Mais ces tendances-là étaient, somme toute, assez fragmentaires, morcelées, marginales et même marginalisées. Mais ce qu'on a vu apparaître à travers les années, c'est de plus en plus une récupération des thèmes critiques du libre-échange par la droite réactionnaire et même par l'extrême droite. Donc, on voit qu'en ce moment, du côté du mouvement trumpiste, on s'est tout simplement emparé de la critique, d'une partie de la critique du libre-échange, notamment toute la dénonciation de la délocalisation, de la désindustrialisation. Donc, on se retrouve avec une droite réactionnaire et une extrême droite qui amène un discours qui peut potentiellement séduire les classes populaires, les classes ouvrières. Et là, la gauche, le problème, c'est qu'elle se retrouve coincée. Elle se retrouve coincée et laminée entre une droite néolibérale qui continue de promouvoir le libre-échange et qui nous montre un côté d'elle plus progressiste que jamais, et une droite réactionnaire ou une extrême droite qui, elle, pointe du doigt le libre-échange comme faisait la gauche, mais qui véhicule tout un discours. Tout à fait. Bon, donc la gauche se retrouve en fort mauvaise posture dans un contexte comme ça. Et on est beaucoup ce soir, on va pouvoir y réfléchir, pas nécessairement pendant l'enregistrement, mais on va pouvoir rester après au Westgang Plaza, parce que qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Parce que moi, ça me fait capoter. Puis là, j'ouvre une parenthèse qui n'est pas dans ce qu'on a préparé, mais moi, ça me fait capoter d'entendre des gens comme Mathieu Bock-Côté puis son épouse à Cube Radio qui sont dans l'avion Montréal-Paris au moins une quinzaine de fois par année, qui mangent dans les plus grands restaurants sur la butte Montmartre et qui pointent du doigt les élites montréalaises qui veulent des pistes cyclables. Moi, ça me fait capoter. Pas que ces gens-là soient en nombre, parce qu'on sait à quelle fontaine s'abreuve Québécois, mais que des gens fassent « Ouais, c'est vrai ça! Karima, t'as raison! Parce qu'après ton émission, oui, tu retournes à Paris en avion, mais t'as raison, les élites mondialisées, c'est les gens qui font du vélo puis qui veulent inclure les autres. » Moi, ça me fait capoter, ça. Voilà, je veux juste le dire. C'est sûr que c'est quand même drôle en ce moment. Tabarnak. Non, mais...
Je veux bien, là, le both sideism puis les idées mais asti, écoutez quand les gens parlent, vous allez voir que des fois, ça n'a pas d'allure. Voilà, OK. C'est particulièrement ironique de voir des gens qui, très clairement, appartiennent aux élites. Ben voyons! Et qui font leur pain, leur beurre, leur carrière sur le fait de chialer contre les élites. Moi, je pense qu'ils sont jaloux parce qu'ils sont juste pas capables de faire du vélo. Puis, Je pense que c'est ça. Ils aimeraient ça, être capables d'en faire, mais ils sont pas capables. Puis aux États-Unis, on le voit très bien. Donald Trump, c'est pas un membre de la classe ouvrière. Mais non! Et les personnes de son administration qui disent qu'il faut reconnaître le mérite, donc arrêter d'avoir des programmes de diversité, on peut pas dire qu'ils sont très compétents non plus. Ah oui? Vous trouvez? J'ai des doutes. Mais il faut dire aussi que pendant toute cette période-là, on a une gauche qui a bougé vers le centre et qui a fait de la promotion du libre-échange également, ce qui a laissé un espace disponible pour la droite de la prendre. Fait que bien sûr, il y a toujours eu des personnes progressistes pour dire hey, un instant, le libre-échange, il faut mettre des limites, il faut faire attention, il y a des angles morts à regarder. Mais la portée de ces critiques-là, les échos que ces critiques-là étaient pas mal noyés dans un centre-gauche qui disait non, nous sommes ouverts, il faut faire du commerce, justement, prendre notre place dans le concert des nations économiques. Maxime Fortin, on va terminer ce segment-là. Le défi de l'IRIS, bon, on vient de l'aborder un peu, mais le défi de l'IRIS, parce que comment on fait pour pour essayer d'aller au-delà de oui, vous allez continuer à publier des notes, de la recherche, mais pour casser cet accaparement-là par la droite de ces éléments-là qui devraient être dans un discours de gauche, comment on peut... Ben, sur la question du libre-échange, en ce moment, on est beaucoup appelé à se positionner par rapport à est-ce qu'on est pour le libre-échange, pour le protectionnisme, contre le libre-échange. L'IRIS, personnellement, je crois, n'a pas à se positionner, se camper dans une position. Je pense que l'IRIS, on a intérêt à développer une pensée, une réflexion qui va au-delà du protectionnisme, au-delà du libre-échange et une pensée qui aborde de front une question fondamentale, celle du capitalisme. C'est la question du capitalisme et la question de sa viabilité. Est-ce que le capitalisme est un mode de production qu'on peut soutenir écologique, ne serait-ce qu'écologiquement à moyen terme ou à long terme? Et si la réponse est non, ben, il faut commencer à penser à autre chose. Et là, la question du libre-échange et du protectionnisme, ça devient un peu futile. Si le libre-échange et le protectionnisme nous ramènent toujours dans cette espèce de carcan qui est le capitalisme, ben, c'est peut-être le carcan. C'est la camisole de force dont parle François Legault, je pense. Ah non, c'est les mesures environnementales. Excusez-moi. Hey, Maxime Fortin, merci. La glace est brisée. Merci beaucoup. Alma, Roberval, Québec. Et là, on a la portion cabaret. Parce que c'est un cabaret, hein, on le dit, Evelyne. On a un premier humoriste qui va venir casser un peu... c'est pas un chercheur, c'est quelqu'un... En fait, je l'ai découvert à la soirée électorale, la dernière soirée électorale au fédéral. En fait, j'ai découvert deux choses cette soirée-là. J'étais dans une soirée d'humour sur scène avec Coralie, qu'on va entendre un peu plus tard, Coralie Laperrière. Et j'ai découvert deux choses ce soir-là. C'est que Mike Carney était, dans le fond, un conservateur, un genre de Pierre Poilievre qui a appris à bien vivre. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait un jeune humoriste que je découvrais pour la première fois, qui, ma foi, semblait avoir un grand potentiel. Et j'ai un peu insisté pour qu'il soit là ce soir. Alors, je vous le présente. On accueille Xavier Boiron! Je vais juste commencer en mettant quelque chose au clair. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je n'ai jamais joué dans une grenade avec ça. Ça, c'était quelqu'un d'autre. Sachez que je suis dans la bienveillance. Moi, je vous accueille, peu importe vos origines, votre orientation, votre identité de genre ou même vos valeurs. Moi, je fais pas la distinction là, que vous soyez pro-Palestine ou pro-génocide. Mon médecin dit que je suis daltonien de la moralité. En fait, c'est une condition très grave, incurable, semble-t-il. C'est pas grave. Je sais pas pour vous, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les nouvelles. Ben, écoute les nouvelles, j'ai check sur TikTok, là, mais
j'écoute les nouvelles pour prendre des nouvelles des nouvelles. En fait, j'écoute les nouvelles pour prendre des nouvelles des nouvelles. Puis récemment, j'ai réalisé, hey, les nouvelles, là, elles prennent jamais de mes nouvelles. C'est-tu ça une relation toxique, tu sais? C'est-tu trop demandé qu'une fois de temps en temps, LCN m'appelle puis soit comme, puis Xavier, comment ça a été, là, quand t'as fait ta joke, les nouvelles prennent jamais de mes nouvelles, tout ça, nan. Ah, pas pire, LCN, le monde, ils ont ricané un peu, ouais. Pas de standing ovation, non, pas cette fois-ci. Hey, je dois te laisser, le LCN, je suis comme sur scène en ce moment. Oui. Non, toi, raccroche. Qu'est-ce que tu portes? Ah, cochon! Oh, oui. LCN. Une bonne main d'applaudissements pour LCN. Ils font un boulot exceptionnel. Puis, aux nouvelles, justement, j'ai appris qu'il y a des humoristes qui sont allés en Arabie Saoudite, en fait, dans la capitale internationale des droits de l'homme, dans la Mecque de la liberté d'expression. Puis, ils ont été jugés assez sévèrement, là, ces messieurs riches et influents, d'avoir fait leur travail, tu sais, mais je trouve qu'on a été un petit peu sévère avec eux, tu sais, parce que c'est pas parce que tu vaux 50 millions, 100 millions, 200 millions que tu trouves pas que le beurre est rendu cher chez Super C, tu sais, ces gens-là aussi subissent l'inflation. Tu sais, je trouve qu'on est dur avec eux, en fait. Tu sais, je sais pas trop comment vous dire ça, mais il faut les protéger, ces gens-là. Il faut protéger la classe propriétaire, en fait. Les centimillionnaires, les milliardaires, il faut les chérir, parce que si on prend pas soin de la classe propriétaire, ben ces gens-là, ils vont finir à la rue. Hein? Tu sais, c'est... Oui. Une incompatibilité logique, c'est ça le procédé humoristique, ça. C'est pas grave. Récemment, j'ai été engagé dans une université pour animer un événement humoristique. Puis je veux pas nommer l'université, là, disons juste que c'était à côté de Berry-UQAM. Puis au début du show, une des organisatrices vient me voir puis elle dit « Xavier, on aimerait que tu commences en faisant une reconnaissance territoriale. » Puis moi, j'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça, une reconnaissance territoriale? » Puis elle était fine, elle prétend de me l'expliquer. Elle était comme « On veut qu'au début du show, tu dises qu'on est sur un territoire autochtone non cédé puis qu'on est solidaire avec les Premières Nations. » Elle a bien vu dans mes yeux que j'ai pas compris et que j'ai grandi à Blainville. Tu sais, ceci explique cela. Fait qu'elle l'a simplifié encore un peu plus pour moi. Elle dit, tu sais, Xavier, les Autochtones, j'étais comme, ouais, ça me dit de quoi? Elle était comme, ben, ici, c'était leur maison, on l'a volé, puis c'est pas correct. J'étais comme, OK. Ça veut-tu dire qu'ils peuvent venir voir le show gratuitement? Là, elle était déçue. Ah, elle trouvait que ma question était niaiseuse. Mais elle était smart, elle m'a encore bien expliqué ça. Elle dit, ben non, Xavier, les reconnaissances territoriales, c'est des paroles, pas des actions. Comme dans la fameuse expression, les actions s'envolent, mais les paroles restent. C'est super important. Fait que j'ai dit, écoute, ça va me faire plaisir de ne pas la faire, la reconnaissance territoriale. Puis je suis pas contre l'idée, mais je vous explique pourquoi. C'est que toutes les personnes sur le comité organisateur, c'était des personnes blanches. Puis c'est pas un reproche, c'est pas leur faute, on est de même. Là, c'est pas tout le monde qui a la chance de... En tout cas. Fait que c'est toutes des personnes blanches. Tous les artistes sur le show aussi, c'est des personnes blanches. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, guys, cette culpabilité vous appartient. Je ne voudrais pas vous en déposséder, tu sais. La dépossession, c'est comme un peu plus votre modus operandi, tu sais. Fait que, si je commence à en faire, serait-ce de l'appropriation culturelle? Hein? Tu sais? Puis on a tous vu ce qui est arrivé à Robert Lepage quand il en a fait de l'appropriation culturelle. Fait que no fucking way, tu sais. Puis c'est pas que je suis contre l'appropriation culturelle. Moi, je suis pour l'appropriation culturelle. C'est juste, financièrement, je peux pas me permettre d'en faire, tu sais. Mais en tout cas, le jour où je vais être vraiment riche, là, tu sais... Je ne vais pas le dire, mais vous allez peut-être pouvoir le remarquer parce que je vais me promener avec un sombrero et un accent asiatique caricatural tout le temps. Tu sais, ça sera la manière de savoir que j'ai réussi, que j'ai probablement fait un spectacle en Arabie Saoudite. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que moi, je ne suis pas venu ici pour vous faire des jokes. En fait, je suis venu ici pour vous annoncer en grande primeur que je commence ma transition vers l'extrême droite. Puis ça va être long parce que je pars de comme vraiment loin de l'autre bord, mais c'est pas grave parce que le temps, c'est de l'argent. Yeah! Fait que pour moi, c'est terminé la kombucha.
Maintenant, je déjeune avec du Monster Energy Drink. J'ai aussi cancellé mon abonnement à Communauto. Fait que là, je me magasine une Tesla, mais pour la convertir au gaz. C'est comme mon projet pour l'hiver. Puis aussi, maintenant, j'appelle la police chaque fois que je vois 3 jeunes noirs qui sont en train de faire du... Bon, dans le fond, peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Là, who am I kidding? J'ai aussi commencé à m'intéresser aux intellectuels de droite, notamment Mathieu Bock-Côté. Et je tiens à dire, moi, je suis d'accord avec tout ce que Mathieu Bock-Côté a dit ever. Toutes ces phrases creuses, je suis d'accord avec ça. Sauf une chose, il a dit qu'il y avait seulement 2 genres, et ça, c'est absolument faux. Il y en a pas mal plus que 2 genres. Médiéval fantastique, science-fiction, livre dont vous êtes le héros. Et une des manières que je m'entraîne à glisser vers la droite économique, c'est j'ai commencé à magasiner chez Walmart. Puis, jugez-moi pas, je vais pas là-bas si souvent que ça. Là, pour vous donner une idée, je vais chez Walmart aussi souvent que je vais voir Cavalia. T'sais. Aux 2 semaines, là, comme n'importe qui. Là, et chez Walmart, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire qui, je l'espère, vous convaincra aussi de glisser vers la droite économique avec moi. J'ai découvert ceci. Chez Walmart, j'ai acheté 20 paires de bas blancs pour 20$. 20 paires pour 20$. On s'entend que c'est pas dans une coopérative de solidarité de Rosemont que tu vas avoir un exceptionnel rapport qualité-prix comme ça, là, tu sais. Non, dans Rosemont, pour 20$, t'as genre un tout petit cappuccino au lait de pivoine. Un quart de biscuit matcha zucchini. Non, what the fuck? Non, veux pas la meilleure paire de bas blancs bon marché, c'est le capitalisme sauvage qui nous l'offre. Actually, non, c'est ça. La meilleure paire de bas blancs bon marché, c'est les enfants du tiers-monde qui nous l'offrent. Ils sont tellement talentueux, ces enfants-là, et le capitalisme raffole du talent. Ils sont bons dans tout. Ils sont bons dans l'industrie textile, à l'eau. Ils sont bons dans les mines aussi, pour creuser avec leurs petites mains d'enfants. Ils sont bons à Fortnite. Ça, c'est ce que je dirais s'il y avait accès à l'électricité et l'eau potable. Non, mais une crise de chance qu'ils ne savent pas lire ni écrire, ces enfants-là, sinon on serait une couple ici à pas avoir de job. Hein, Fred? Ouais! Le premier qui perdrait sa job. Non, je pourrais en parler longtemps, tu sais, du tiers-monde là-bas, mais il existe également le tiers-monde ici, tu sais, dans notre province, dans notre pays. Mais bon, quand je parle des Premières Nations, quand je parle des Autochtones, en bon Canadien, je me garde toujours une petite réserve. Merci. Xavier Moreau! Au Québec, maintenant, des milliers d'étudiants de cégep et d'universités déclenchent aujourd'hui une grève générale pour protester contre les politiques du gouvernement Charest en matière d'éducation. Ils déplorent notamment la décision de réduire les montants qu'il octroie aux bourses, une coupure de 100 millions. Philippe Hurtaud, vous partez de loin? Du fond de la salle? Du fond de la salle, bonjour! Bonjour! Parlez-nous de vous un peu? Oh boy, moi je suis l'anarchiste manqué du groupe. Ah, OK. Aujourd'hui je vote, c'est vraiment la honte. Ah, je pense que le sans fil, peut-être. Xavier. Avec tes petites mains, Xavier, t'aurais pu fermer le micro. Julia Posca, bonjour. Bonsoir. Bon, alors, oui, bonsoir. Je me fais souvent reprendre quand je dis bonjour le soir. Je sais pas pourquoi les gens tiquent, ils aiment pas ça quand... Ouais. Je suis déjà allé à Haïti une fois. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Haïti ici? À partir de midi, ils disent bonsoir là-bas. Avez-vous remarqué? Quand j'étais allé en 2017, je trouvais ça fantastique. Ouais. Alors, voilà. On va commencer avec vous, Philippe Hurtaud. Mais Julia, parlez-nous un peu de vous parce qu'on va mixer ces 2 blocs-là. Ça va être un bloc sur l'éducation et sur les inégalités et la crise du logement. 2 gros sujets. Parlez-nous de vous, Julia. Je viens de voir ça. Bon. Mais c'est important, j'aime ça. J'aime ça poser cette question-là. Je sais que les invités aiment jamais ça, parce que ça les force à parler d'eux, mais ça nous situe. On ne sait pas d'où vous venez. Brossard. OK. Non, c'est pas vrai. Voyons. C'est fini, c'est les non-lieux. Bon, on a entendu un petit extrait tantôt d'un bulletin de nouvelles de la grève étudiante de 2005, qu'on a oublié un peu. Philippe Hurtaud, ça se peut-tu à cause de 2012?
Puis en fouillant, je me disais, c'est vrai, il y a eu un mouvement étudiant assez vigoureux en 2005. Ben, on se pensait historique, mais l'histoire nous a mis à la poubelle. Ben, pourtant, on a créé l'histoire à ce moment-là, bien sûr. C'est un moment fondateur. Ah oui, mon Dieu, je savais pas. OK. Ben, plus personne ne le sait. Non, mais là, on le sait. C'est quelqu'un de Brossard qui nous l'a dit. C'est bien pour dire, c'est pas un non-lieu, Julien, voilà. Donc, l'IRIS, tantôt, Evelyne, vous en avez glissé un petit mot avec le mouvement étudiant en 2005. Ça a fait quelque chose? Ça a été galvanisateur pour l'IRIS? Ben, pour notre gang de l'IRIS, hein, tantôt Evelyne parlait des fondateurs là, et leur chicane dans les couloirs de l'UQAM. La gang qui a pris le relais après, essentiellement, on s'est connus, la majorité d'entre nous, dans le mouvement de grève contre la réforme. C'est vraiment dans la rue, en se battant, en faisant la grève comme étudiant, dans le mouvement étudiant, qu'on est venu à la conclusion fort simple. Mon Dieu, il faut que les mouvements sociaux aient un contre-voix, parce que nous, on était tous les jours à manifester sur des piquets de grève, et on avait l'IEDM qui nous disait des médias, c'est des bébés gâtés, ils n'ont pas rapport, ils comprennent rien à rien, qu'ils aient donc fini leur diplôme en sciences molles, puis qu'après ça, qu'ils nous crissent la paix. Nous, on a dit, ben, on va aller finir nos diplômes en sciences molles, puis on va pas vous crisser la paix, puis on va s'organiser justement pour que quand il y aura un autre mouvement ou d'autres mouvements sociaux, il y ait du monde d'un média pour venir dire que ce que les gens revendiquent, c'est légitime, puis c'est backé aussi par les faits. Oui! Remettons-nous dans le contexte, la revendication. En fait, il y a des coupures qui sont annoncées par... C'est les libéraux qui sont au pouvoir? Oui, ça, c'est les libéraux qui sont au pouvoir. Et évidemment, il y a eu une rencontre des grands esprits entre, d'un côté, Raymond Bachand, Jean Charest, qui se sont dit, ça serait vraiment le fun que on arrête de traiter les services publics comme des services publics, mais qu'on les traite plus comme des marchandises comme les autres. Oui, parce que les gens les gaspillent. Ben, exactement. Les gens les gaspillent, donc il faudrait gérer ça un peu mieux. C'est un peu le chaos. Donc, instaurons donc un principe qui appelait à l'époque l'utilisateur payeur, hein, que chaque personne paye pour son petit service, puis tout ça. Puis ça, c'est d'un côté de la rencontre. De l'autre bord, tu avais les recteurs des universités du Québec qui, eux, depuis... Mon Dieu, début 2000, à peu près 2000, 2001, 2002, n'arrêtaient pas de cogner systématiquement sur le même clou. Les universités québécoises sont incapables de concurrencer les universités du monde. On manque de financement, on est sous-financé. Il y a heureusement une solution à ça. Augmentons les droits de scolarité. Attendez, Philippe Hurtaud. Est-ce qu'à l'époque, le marché des étudiants étrangers est déjà amorcé auprès des universités, ou c'est une réforme du financement qui va venir après? C'est dans le même moment. En fait, François Legault avait déjà fait un bon travail à ce niveau-là pour justement insérer davantage. François Legault travaille bien. François Legault est un homme de conviction. Quand il s'agit de détruire l'éducation, il est toujours là. Oh là là! Donc, l'IRIS réfléchit-elle à l'époque à devenir un think tank? Est-ce qu'on utilise d'ailleurs, ça c'est une question que je veux... Parce qu'on a souvent utilisé le mot think tank de façon... Moi, en tout cas, j'ai utilisé souvent de façon péjorative quand je parlais des think tanks style l'EDM ou l'Institut Fraser. Est-ce que vous revendiquez ce terme-là? Oui, on se reconnaît comme un think tank, on se reconnaît comme un groupe d'idées qui mettent des idées, des arguments, des faits dans l'espace public. Puis Philippe le disait, on voulait pouvoir avoir un discours qui est audible médiatiquement, mais aussi donner des outils aux mouvements sociaux. Fait que ces outils-là, on peut les donner en passant aux heures de grande écoute, en passant dans les journaux, mais aussi en offrant notre matériel gratuitement, en donnant des conférences. On a donné plus de 750 conférences à travers le Québec. Ce qu'on veut, c'est que... Des conférences où? Des conférences. On a donné des conférences sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue. On a même donné des conférences à Vancouver. Sur les campus? Et en 2000, après qu'on ait refondé l'IRIS, et que l'IRIS et c'est ce groupe d'anciens militants étudiants, puis qu'on entend que le gouvernement veut augmenter les frais de scolarité, aussitôt, on se mobilise et on essaye de publier sur la question de la gratuité scolaire. Donc,
L'IRIS, depuis 2000, donne des conférences dans tous les coins du Québec, mais en 2011 et 2012, on est hyper actif à aller dans les assemblées générales, aller rencontrer les associations étudiantes. Okay. On publie une brochure... C'est pas Charlie Kirk qui a inventé ça, là, aller dans les universités pour convaincre les jeunes. Non, vous le faisiez déjà en 2012. On va dire que Lénine a inventé ça bien avant. Parce que dans la presse, c'est pas ça qu'ils ont dit. OK. Est-ce qu'on peut parler d'une guérilla médiatique soutenue qu'on veut... En fait, c'est quoi le défi? Moi, je suis pas dans les risques, je suis pas chercheur. On veut que les médias parlent de nous. Comment on fait? Est-ce que ça suffit de faire de bonnes études, de bonnes recherches qui sont avec une belle méthodologie? Est-ce que les chercheurs vont faire « Oh mon Dieu, ils travaillent bien ces gens-là, on va les inviter. » Comment on fait? Faire des bonnes recherches, c'est juste une façon de passer un seuil. Passer le seuil, de dire, regardez, on est capable de sauter dans votre cerceau. Ouais. Donc, on joue au singe, on saute dans le cerceau, tout va bien. On fait les recherches. Une fois que ça c'est fait, le vrai travail commence. C'est-à-dire, justement, comme Evelyne le dit, c'est comment faire le tour de chaque campus pour aller appuyer. On sait, on est en 2010, on est en 2011, la grève étudiante se prépare, des votes de grève se préparent. Comment aller dans les campus pour donner des arguments aux gens? Moi, je me rappelle avoir fait des présentations littéralement 1 heure avant que des votes de grève se tiennent pour aider les assos à faire passer leur vote pour que le mouvement lève ou, plus tard dans la grève, la même affaire, des votes pour que la grève arrête, aller pour dire non, un instant, l'œuvre du gouvernement ne tient pas la route pour telle raison, pour convaincre les gens qu'il faut qu'ils continuent à lutter dans la rue. Donc ça, c'est un travail de coordination et ça, on le dira jamais assez. T'sais, nous, à l'IRIS, on a fait genre 0.1% du travail. 99% de la job, c'est le mouvement étudiant qui l'a fait. Mais il y avait... Julia? Mais là, Phil pourrait avoir l'air d'un charlatan qui tu sais, va dans des assemblées puis grâce à son charisme, convainc les étudiants de voter pour la grève. Mais là, sur Twitter, je confirme, il y a des gens qui sont même pas ici puis c'est ça qu'ils disent, là, sur Twitter. Faut quand même dire que, tu sais, le fait d'arriver avec des études qui démontrent, qui permettent d'argumenter en faveur de, par exemple, la gratuité scolaire, ça aide. Puis non seulement... Mais c'est pas tout, effectivement, d'avoir des données. Après ça, quand on va, par exemple, dans les médias, il faut être capable de l'expliquer, de rendre ces arguments-là audibles si on veut convaincre aussi. Là. Okay. Est-ce que vous en parliez de ça? Ben, nous, la stratégie médiatique, parce que, tu sais, c'est un jeu, c'est une game, là, je veux dire, puis il faut accepter certaines règles qu'on décide pas. Si on veut que le message se passe, bon, est-ce que vous concertiez pour avoir une approche par rapport aux médias à l'époque, ou peut-être encore aujourd'hui? Est-ce que c'est réfléchi ou vous y allez, vous maîtrisez vos savoirs, vos recherches, puis ça se passe comme ça se passe? Dans la réalité, c'est un mélange des deux. Hein. Il y a des choses où est-ce qu'effectivement on improvise, on y va en fonction de ce qui nous est donné, puis comment dire, quand on débat avec le gouvernement, il contrôle quand même pas mal de leviers sur lesquels on est un peu dépendant des termes du débat. Après ça, une fois qu'on connaît ces termes-là, on est capable de se coordonner et de réfléchir stratégiquement. Je donne un exemple. Tu sais, les recteurs qu'on parlait tantôt décriaient le sous-financement universitaire pour dire on est mal financé, on peut pas compétitionner avec Harvard, c'est bien parce que l'UQAM pourrait compétitionner avec Harvard, tout le monde le sait. Et donc on doit augmenter les droits de scolarité. Donc nous on se dit OK, un instant. T'sais, si leur argument repose sur l'argument l'idée du dégel des droits de scolarité repose sur l'argument du sous-financement universitaire, comment on est capable d'aller gratter sur ce bobo-là pour voir existe-t-il réellement un sous-financement universitaire ou n'existe pas autre chose que nous, on appelait le mal-financement, c'est-à-dire l'enjeu des universités, en tout cas à l'époque, c'est pas tant qu'il manquait de ressources, c'est que leurs ressources étaient orientées vers, justement, comment bien s'inscrire dans un jeu concurrentiel, comment ouvrir des campus ici et là pour se shipper de la clientèle étudiante les uns les autres, comment essayer de développer des programmes pour aller chercher des grands contrats de recherche de telles grandes entreprises, aller chercher un grand professeur émérite ou je sais pas trop quoi. Toutes des choses qui, en fait, ont un rapport relativement indirect avec l'éducation et la recherche en termes fondamentaux et citoyens. Donc, nous, on disait, dans le fin fond, ils sont en train de vouloir prendre l'argent dans la poche des étudiants, privés d'accès des jeunes de leur parcours universitaire, essentiellement pour shiner dans des classements puis des palmarès internationaux. Nous, on disait, peut-être que, dans le fin fond, vous manquez pas d'argent, retirez-vous de ce jeu concurrentiel-là, redistribuez vos billes correctement,
Puis après ça, on s'en parlera. Puis je dirais aussi que dans la crise la grève étudiante de 2012, il y avait deux fronts. Il y avait soutenir une mobilisation, créer des données pour que les étudiants puissent avoir des revendications rigoureuses et crédibles, outiller les mouvements sociaux. Puis après ça, il y avait essayer de passer dans les médias. Mais pour ce qui est de la grève étudiante, c'était surtout le front outiller les mouvements sociaux sur lesquels on s'est appuyé. Mais à l'IRIS, on a toujours mis une importance, une grande importance sur la capacité de communiquer. Et tous les chercheurs et toutes les chercheuses à l'IRIS, ben on se pratique, on se fait des pratiques de communication, on pratique des entrevues, on essaie de trouver la façon de parler, la façon de débattre pour que quand on se retrouve contre un ministre, contre un recteur, contre un chercheur de l'IEDM, on ne soit pas désemparé, qu'on soit capable. Vous appelez des chercheurs à l'IEDM? C'est ça officiellement. OK. Aujourd'hui, l'IRIS, par rapport à l'éducation, j'imagine que la gratuité scolaire, bon, évidemment, elle est encore présente dans votre esprit, mais c'est l'éducation à 3 vitesses, peut-être, qui est le paradigme... Oui, vraiment. Actuellement, ce qui est le truc le plus pas le plus intéressant, mais qui nous semble le plus pertinent à travailler, à gratter, c'est vraiment, tu sais, il y a le monde postsecondaire, c'est très important, bien entendu, mais la majorité des gens vont, tu sais, à l'école. Et puis, effectivement, l'école à 3 vitesses, la ségrégation scolaire, les parcours particuliers, l'école privée, le fait qu'effectivement, on crée très rapidement de la segmentation des jeunes. On n'aide personne en faisant ça. La gang de Debout pour l'école ou École ensemble nous disent à longueur de journée, et ils ont entièrement raison. Aussi, le sociologue qui vient de sortir un livre que je vais inviter, j'ai reçu son livre, on s'est écrit, c'est sûr qu'il va venir à la balado dans quelques épisodes, mais qui a consacré un essai séparé mais égaux en utilisant le parallèle avec les droits civils aux États-Unis, ce qui est quand même culotté, mais qui fonctionne. Puis moi, j'étais très sensibilisé à ça déjà, mais j'espère que ça va faire son chemin, cette réflexion-là, parce que c'est vraiment... On a le système scolaire le plus inégalitaire en Amérique du Nord, probablement, peut-être même en Occident, pour ce qui en reste de l'Occident, avant, évidemment, que le wokisme le détruise. Mais ce qui reste, on est possiblement le système d'éducation le plus inégalitaire. Julia, je vais me tourner vers vous, parce qu'il y a un autre secteur au Québec où on est assez inégalitaire. La crise du logement. Oui. Est-ce qu'on peut mettre une date? Est-ce que c'est les mêmes dates que la crise du logement, la crise intéresse l'IRIS? C'est début des années 2000 aussi, 2003, si ma mémoire est bonne? Oui, 2004, une première publication. Puis en fait, c'était à l'époque où il y avait une autre crise du logement, ou enfin une précédente, au début des années 2000, on se souvient. Puis c'était beaucoup une crise... c'est-à-dire d'inoccupation, en fait, de manque de logement, et donc le discours dominant voulait que, ben justement, c'est parce qu'on n'avait pas construit assez de logements, puis là il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande, donc toujours ce bon vieil équilibre. C'est quand même capoté quand on parcourt vos travaux, puis qu'on a préparé cet épisode-là, c'est les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Complètement. Ben, ça n'a pas beaucoup évolué, on va dire. Mais il y en a quand même, il y a quelques petites nouveautés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une nouvelle cause à la crise du logement. C'est plus juste le déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est évidemment l'immigration. Ben oui. Qui aussi affaiblit le système scolaire, hein? Paul Saint-Pierre Plamondon le dit. Mon Dieu, et le système de santé, en plus. Oui, voilà. Et la DPJ, et la criminalité, et possiblement la saison du Canadien qui commence. Il se pourrait que si ça va pas aussi bien qu'on pense, c'est à cause des immigrants qui jouent pour le Canadien, des Américains. Comment l'IRIS s'empare de cet argumentaire-là et comment on fait pour changer un peu les perceptions? Ben justement, donc, c'était de s'attaquer à cette idée-là que c'était juste un problème de déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc, l'IRIS avait, publié, c'est ça, une première étude en 2004, après en 2006 sur la soi-disant pénurie de logement, puis ce qui la créait, puis ce qu'on montrait, puis qu'on a encore montré récemment dans une étude qui fait une mise à jour de ces questions-là, c'est pas tant que... en fait...
le problème, c'est davantage qu'on crée des logements qui sont inabordables. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une société où la plupart des logements, c'est des logements qui sont privés, donc qui représentent pour des propriétaires une source de revenus. Et donc, quand on veut tirer un revenu... à court terme, parce que longtemps, on présentait le logement... Il y avait cette idée là, du petit propriétaire sympathique qui va cueillir ses pommes derrière chez lui, qui a acheté un petit duplex coquet pour sa retraite, puis il y a un locataire, puis il l'invite à souper de temps en temps. Mais c'est plus ça, là. C'est-à-dire c'est qu'il y a de plus en plus, en fait, on est dans un marché où il y a de plus en plus de propriétaires qui sont des sociétés financières et donc qui, eux, ont encore plus un objectif de rendement, de profit, puis qui vont, augmenter les loyers pour s'assurer ces profits-là. À court terme? À court terme, oui, pour leurs actionnaires quand c'est des sociétés cotées en bourse, donc qui peuvent pas aller, faire l'apéro le vendredi avec leurs locataires. Là. Vous vous rappelez que, même à l'époque, vous essayez de déconstruire l'idée qu'on disait déjà en 2003-2004 que ça coûte très cher construire. L'industrie de la construction coûte, puis on entend exactement les mêmes arguments aujourd'hui, donc, puis vous avez vérifié que c'est plus ou moins vrai. Non, exact. Puis en fait, c'est ça, c'est ce qui est la portion dont on parle pas, c'est celle justement de faire du profit. Oui. C'est ça qui fait augmenter le coût des logements. Si on enlève la composante profit, là on revient à des logements qui sont plus abordables. Et donc oui, c'est ça qu'on a démontré à travers plusieurs études. Non, mais ça, puis en plus, on réussit à montrer que le locatif, entre guillemets, normal, était déjà très, très, très rentable. Mais c'est que tu avais à côté les condos qui, eux, l'étaient juste tellement plus que les promoteurs ont dit, fuck it, nous, on fait des condos. Ça, c'était fascinant à voir. Fait que même d'un point de vue de profit, il y avait un espace pour, OK, vous allez faire votre argent, mais au moins, vous allez produire des unités d'habitation qui correspondent aux besoins des gens. Évidemment, les promoteurs avaient autre chose en tête. Ah oui? Eh bien. Non, mais à côté de chez moi, il y a eu pendant 4 ans, pas de blague, pendant 4 ans, 2 shoebox qui ont été détruites. Non, une shoebox qui a été détruite pour faire 2 semi-détachés qui se vendaient 1,8 million chacun. Et ils n'ont pas été vendus pendant 4 ans parce qu'évidemment, ça ne répondait pas du tout aux besoins. Puis j'étais à Rosemont, la petite patrie, je n'étais pas à Westmount. Puis là, je me disais, c'est vrai, peut-être que le privé, finalement, il ne répond pas aux besoins du marché. Voilà. Mais là, ils sont vendus. Moins cher, je l'espère. Autre chose que l'IRIS a démontré et qu'on entend énormément aujourd'hui, c'est que construire plus, c'est tout ce que ça prend pour régler la crise du logement. C'est pas vrai, ça. C'est faux. OK, vous allez jusque-là. Non seulement c'est pas vrai, mais c'est faux. On l'a écrit en majuscule pour que ça soit plus contondant. Mais pourquoi on répète ça encore tout le temps? C'est encore parce qu'on croit que c'est une question simplement d'offre et de demande. Et que si on augmente l'offre, donc si on construit plus, ça va libérer des logements. Et donc là, il va y avoir... les propriétaires vont chercher des gens pour mettre dans ces logements-là, fait qu'ils vont baisser le prix. Alors que les prix, ils n'ont pas tendance à baisser. Puis en fait, encore une fois, Philippe disait, on a construit... les promoteurs immobiliers ont construit beaucoup de condos dans les années 2000. À un moment donné, ça s'est un petit peu essoufflé. Fait que là, ils ont fini par construire beaucoup plus de logements locatifs. Mais qu'est-ce qu'ils construisent? Des appartements à 1 800 $ par mois, avec une chambre dedans. Pour les réfugiés. Exact. Qui viennent par bateau, payés par Ottawa. C'est ça? J'essaie de comprendre. Oui, puis ils sont sur l'aide sociale, puis c'est comme ça qu'ils payent leur loyer à 1 800 $. C'est ça. Alors que les travailleurs francophones blancs ne peuvent pas se payer avec leur job, dans les champs à cueillir des concombres, ces loyers-là. OK, voilà. Ouais. Et ne peuvent plus habiter à Montréal, donc ils vont vivre à Brossard parce que c'est ça. Ouais. Le non-lieu qui nous donne quand même Julia Posca. Moi, je veux qu'on applaudisse Brossard ce soir. Comment... Là, je sais que ça va paraître une question idiote, ce ne sera pas ma première dans ma carrière. Comment on fait pour... Parce que moi, là, quand je lis le matin, quand je lis les journaux, je suis toujours un peu en crise. Parce qu'on nous répète ces mythes-là. Il faut construire plus. Est-ce que, là, je vais faire une petite question Human Interest. Heureusement, M. Chartrand n'est pas là ce soir pour me m'engueuler. Est-ce que c'est décourageant quand on est chercheur et chercheuse à l'IRIS,
puis qu'on travaille depuis longtemps à fournir une armature pour déconstruire ces choses-là, puis qu'on réentende tout le temps dans la conversation sociale les mêmes mythes non fondés? Je sais que c'est une question un peu naïve, mais... Non, ben c'est, je veux dire, c'est une bonne question. Merci de te préoccuper de notre santé mentale. Mais oui, c'est décourageant, mais en même temps, bon, ça, c'est aussi du carburant. Tu sais, nous, dans le fond, le travail qu'on fait, bon, justement, on parlait, tu sais, c'est d'accompagner notamment les mouvements sociaux, donc les associations de défense de droits des locataires qui se battent pour des gens qui se font mettre à la porte, tu sais, qui ont des enfants. Donc c'est ça qui nous aussi qui nous alimente, j'ai envie de dire, puis c'est comme ça qu'on passe à travers. J'ajouterais que on n'a jamais accepté cet emploi-là en pensant qu'on allait gagner. On espère avoir des gains, mais on le sait qu'on fait juste lancer des choses dans l'univers, puis on espère qu'il va y avoir des choses qui vont être grappillées, qui vont être retenues. On a aussi la chance d'avoir une équipe de travail vraiment agréable, qui fait que même si on est obligé de toujours répéter la même chose, au moins on le répète en bonne compagnie. Puis la bonne compagnie au bureau et dans la société, des gens qui nous appuient. Malgré le fait qu'il y a des choses qui sont difficiles à passer, mais la question de la crise du logement, la crise d'accessibilité et d'abordabilité, à un moment donné, les gens n'avaient pas le choix d'être d'accord. Et là, ils pouvaient se retourner et dire « Ah, mais il y a un corpus qui existe, qui a été développé, entre autres, par les risques, qui peut nous montrer le chemin, qui peuvent nous montrer la réalité et qui appuie les gens dans leur ressenti aussi de dire « Mais j'ai l'impression que ça coûte très cher. » Puis ils disent « Ah, mais il y a des études qui existent là-dessus. » Et ça fait du bien à motadine. Ça tombe bien parce qu'en fin de semaine, on a loué un Airbnb, puis on va aller regarder ça, ce corpus-là, avec un bon petit vin rouge, avec... non, je fais des blagues. Merci, Philippe Hurtaud et Julia Posca, de nous avoir partagé une partie de vos travaux à l'IRIS. Alors, la portion cabaret va se... Oui, Kev va se réorienter, non pas en humour, en fait, je le sais pas. Bonjour, Kev Lambert. Allô, moi, je suis pas drôle. Je suis là pour... Non, je sais, mais tu sais, c'était marqué cabaret sur l'affiche. Je sais que les gens... Bon, on voulait un coup de gueule. Ouais, ben... De quelqu'un qui écrit bien. Je savais pas trop quoi faire, tu sais, c'était un peu embêtant, comme ça me faisait très plaisir parce que l'Iris, c'est cher à mon cœur, puis l'infolette me fait beaucoup de bien le dimanche quand elle arrive avec son point de vue, justement, qui nous sort un peu du climat ambiant qui est toujours de droite puis qui est toujours pro-capitaliste puis mais donc je savais pas trop quoi faire, c'était une belle invitation mais un peu difficile, puis donc je me suis dit je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça serait, parce que moi j'écris des livres donc je travaille sur les émotions, les choses comme ça. Qu'est-ce que ça serait la mission attendez, wow. Ouais. C'est pas juste ça vos livres quand même. Bah beaucoup quand même. non, je caricature, je diminue mon travail là, pour essayer de faire rire parce que j'ai dit que je suis pas drôle. Peut-être les premiers, c'est vrai. Mais que votre choix demeure, c'est un petit peu plus que ça quand même. Il y avait un... On comprenait un milieu qu'on connaissait pas beaucoup. Ouais, il y avait ce désir-là de montrer, de parler de logement comme Julien l'a fait tantôt, mais d'un autre point de vue, d'essayer de me mettre à la place de... Mais donc là, j'ai essayé de me mettre à la place de l'Iris, cette fois-là, puis de me dire à quoi ça pourrait ressembler la mission affective de l'Iris. Puis, plus généralement, comment ça fonctionne, la gauche, au niveau, pas juste des idées, pas juste des chiffres, pas juste des études, mais aussi au niveau des émotions, de qu'est-ce que ça fait de lire, par exemple, des idées de gauche, la recherche de gauche. Donc d'essayer de se donner une sorte de mission là qui est pas l'orientation de recherche ou la mission officielle, mais qui est plus proche de quelque chose qui est émotif, disons. Puis je me suis inspiré pour faire ça d'un philosophe américain que j'aime bien, qui est un lacanien marxiste, là, comme on les aime. Oui. Nos préférés, c'est la compétition pour le balado, Fred, parce que il s'appelle Todd McGowan, puis il y a un très bon balado qui s'appelle Why Theory. Je sais pas si vous le connaissez. Il y a plein de bons balados, ça me dérange pas qu'il y en ait d'autres meilleurs que lui. Ben, je pense parce qu'il y en a beaucoup qui sont moins bons aussi. Fait que je suis comme au milieu. La classe moyenne des balados. Vous devriez faire un crossover. Mais Todd McGowan, c'est un prof de cinéma. C'est ça qui est un peu intellectuellement pas loin de Slavoj Žižek là, dans ce genre-là. Vous voyez un peu.
Puis il a écrit un livre intéressant qui s'appelle Enjoyment, Right and Left, où il essaie de penser justement les mouvements sociaux, politiques, la droite puis la gauche, d'essayer de les comprendre avec une dynamique, avec un concept qui vient de la psychanalyse, qui est celui de jouissance. Lui, il utilise la traduction anglaise qui est enjoyment. Puis lui, il va même dire que en fait, ce qui est fondamental au mouvement politique, avant même les idées, avant même les projets de société, c'est une manière de jouir ou de to enjoy qui est fondamentalement différente à droite ou à gauche. Puis donc c'est une pensée qui est vraiment intéressante, je trouve. Puis ce qu'il dit par rapport à l'enjoyment, à la jouissance de droite, c'est que la jouissance de droite est puissante, est efficace parce qu'elle est liée à une idée d'appartenance très forte à un groupe qui est clairement identifié, qui a des frontières claires parce qu'il y a des gens dans le groupe, il y a des gens en dehors. Puis cette jouissance-là de la droite a besoin donc de corps extérieurs pour se valider, pour exister. Donc, on a besoin d'autres, de menaces. Puis l'espèce de jouissance de la droite, ça va être de renforcer une appartenance, toujours en renforçant une frontière symbolique, matérielle. On sous-estime le pouvoir de la communauté. Puis, tu sais, chez les complotistes aussi, il y a tout ça. C'est que avant les idées, tu sais, avant la Terre plate, je sais que l'extérieur, on est comme, mon Dieu, mais c'est que c'est une communauté. Absolument, absolument. Il y a un esprit de communauté. C'est très fort, ce sentiment-là. Puis c'est ça la force, je trouve, de sa pensée à lui, c'est qu'il vient nous ramener ces émotions-là très primaires dans la pensée politique. Puis moi, je pense que je suis un peu dans son camp là-dessus. C'est-à-dire, je pense que c'est très important, quand même, les émotions, puis les dynamiques d'identification, tout ça. Puis la jouissance aussi, je l'ai pas dit, mais tu sais, c'est un concept en psychanalyse qui est un peu différent du plaisir. Le plaisir, c'est comme plus mondain, c'est plus quotidien. La jouissance, c'est quelque chose qui est presque identitaire, là, tu sais, qui vient un peu nous valider presque dans notre existence, qui est une sorte de satisfaction plus grande que le sujet, là, tu sais. Puis donc, à partir de là, il essaie de penser aussi, ça ressemblerait à quoi une jouissance ou un enjoyment psychologique de gauche, tu sais. Puis là, il se pose la question, puis il donne une définition qui est intéressante. Lui, il lit ça, en fait, un peu pour l'opposer à la droite, à la non-appartenance. Il va dire que, fondamentalement, la gauche, c'est une sorte d'appartenance qui repose sur la non-identité des personnes qui sont dans le groupe. C'est-à-dire, n'importe qui peut faire partie du groupe, si on veut, peut faire partie de la gauche. Puis on n'a pas besoin de passeport ou de carte d'identité ou de... Est-ce que la gauche est trop inclusive? Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Ben lui, ce qu'il dirait, c'est que psychiquement, c'est ça la jouissance de gauche. C'est le fait que... Puis même, il y a un passage dans son livre où il raconte une sorte de blague de gauche qui est pas très drôle, mais qui est intéressante, où il raconte que c'est des... C'est souvent le cas avec l'humour de gauche. Ouais, c'est ça. En tout cas, je vais... Non, mais pas avec vos invités qui sont quand même. Mais pas ce soir. Non, ce soir, on est chanceux, mais je parle, mettons, les autres jours. Là. Oui, c'est ça, les autres, ceux qui sont pas ici. Non, mais il raconte une blague, je vais l'essayer, voir si ça marche, mais c'est des moines, en fait, qui vivent dans un monastère depuis tellement longtemps, qui sont ensemble, qu'ils connaissent toutes les jokes, tu sais. Ils ont même plus besoin de les raconter. Fait qu'à la place de raconter des jokes, ils disent juste des chiffres, parce qu'ils savent quel joke correspond à quel chiffre. Fait que là, des fois, ils rentrent dans le réfectoire, puis ils disent 3, puis là, tout le monde fait comme, 3, tu sais, elle est bonne, celle-là. Puis là, il y en a un autre qui dit 5, puis là, il rit plus fort, tu sais, parce qu'elle est meilleure que la 3, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un nouveau moine qui arrive, puis là, il voit ça, il est comme, c'est normal, vous avez fucké, vous dites des chiffres, puis les gens rient. Puis là, le moine qui l'accueille, il explique ça, puis il est comme, OK, puis il dit, essaye-en une, voir. Puis là, il dit 175. Puis tout le monde part à rire. Les gens se tapent ses cuisses, ils se pissent dans les culottes, puis là, il comprend pas. Puis il dit, mais elle était vraiment bonne, la joke, ça veut dire 175. Puis là, l'autre lui répond, non, en fait, c'est juste qu'il avait jamais entendu celle-là. C'est pas si mal, quand même. Puis c'est pas ma joke, c'est Todd McGowan qui utilise ça. On revient au marxisme et au lacanisme. Mais lui, il fait de cette scène-là un peu ce qui est pour lui le fondement de l'identification, disons, ou du pulsionnel de gauche, qui est une appartenance, parce que le moine, il appartient, il fait rire les autres, mais sans connaître les codes, en fait. Ouais. Puis moi, je la trouve vraiment intéressante, sa définition, mais j'avais envie d'en trouver une autre, d'en donner une autre... qu'est-ce que ça serait pour moi, l'affect de gauche, puis aussi ce que je perçois, ce que je ressens dans les projets, dans les travaux de l'IRIS. Puis moi, j'appellerais ça, là, j'ai inventé un concept, là, puis je pense pas que... J'ai regardé un peu voir si ça avait été travaillé en philosophie, je pense pas. Donc, j'ai appelé ça l'inconditionnalité.
Oh. Donc, qui est le contraire de la condition, là, une sorte de vision sans condition. Parce que pour moi, le projet de la gauche, le projet de société que porte la gauche, c'est un projet qui est justement sans condition, un projet de société sans condition. Un sentiment de collectivité, d'inclusion pour tous et toutes, d'équité, de justice, qui devrait se vivre, exister de manière inconditionnelle. Puis, oui, merci. Puis ce qui m'intéresse de l'inconditionnalité, c'est son caractère aussi affectif, parce que je pense que ça se ressent, ça. Le sentiment de sûreté, de sécurité, de prise en charge par une collectivité qui est plus grande que notre petite individualité personnelle. Le sentiment que si tu tombes, il y a des gens qui vont être là pour t'aider. Que si tu perds ta job, tu perds ton logement, il y aura un filet social. Tu sais, cette métaphore-là, si on y revient, là, le filet, c'est une métaphore d'acrobate, en fait. Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui est en dessous de nous, puis notre vie, c'est un peu faire les pirouettes en haut, là, mais que si jamais on tombe, il y a quelque chose en dessous qui va nous rattraper. Puis donc, je pense que c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça, l'inconditionnalité. C'est d'avoir ce sentiment-là que peu importe ce qui arrive dans ta vie, il y aura toujours quelque chose comme une solidarité humaine, un filet social qui va être là pour te retenir. Puis comme le dit Lilo dans Lilo et Stitch, là, personne n'est laissé derrière. Voilà. Une petite perle de sagesse. Un autre philosophe. Un autre philosophe. Voilà. Puis je trouve que, tu sais, on dit beaucoup qu'on est dans une époque anxieuse aujourd'hui, que l'anxiété, c'est le grand mot du 21e siècle et tout ça. Puis pour moi, c'est difficile de pas lier ça à la précarisation des vies, puis au grand processus de dépossession, puis de détournement d'État que l'IRIS a documenté dans ses travaux aussi. Pour moi, c'est absurde de pas essayer de penser l'anxiété aussi dans ses conditions matérielles, puis dans son existence dans une société où on nous prive, en fait, de ce filet social-là dont on a besoin affectivement aussi pour exister. Puis donc, c'est ça. Pour moi, la force de la gauche, c'est vraiment de promettre puis de placer au cœur de son projet ce sentiment de solidarité, de communauté, qui est indéfini, flou, qui peut accueillir tout le monde, qui n'a pas de frontières, où les jokes de tout le monde font rire, même s'ils sont pas drôles. Puis donc aussi, c'est ça, de sécuriser toutes les vies humaines. Puis c'est ça, l'inconditionnalité pour moi aussi, elle n'a rien d'abstrait ou d'immatériel. Là, c'est vraiment une sécurité financière, c'est un idéal de gratuité aussi, alimentaire, locative, scolaire, comme vous parliez tout à l'heure. Tu sais, moi, je pense qu'on devrait revendiquer ça, on devrait exiger ça des gouvernements, la gratuité alimentaire. Tu sais, pourquoi on a à payer des compagnies multinationales pour se nourrir alors que c'est un besoin fondamental de base? Vous savez qu'il y a plein de trucs aux caisses libre-service dans les épiceries, je vous en parlerai après. Pour un peu rendre notre facture inconditionnelle. Cherchez-vous vraiment le gingembre, tu sais, le petit morceau de gingembre, là. Oui, genre, là, les bananes bio, on les poinçonne pas bio. C'est des petits gestes. Mais tu sais, si on achète 7-8 000 bananes par année, chaque geste compte, comme on dit. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aussi du travail de dépossession puis de détournement d'État, c'est que ça vient en fait poser des conditions dans nos vies. Puis au filet social. Puis pour moi, c'est la précarisation aussi des services sociaux. C'est pas juste comme c'est donc bien plate parce que là on a plus aussi facilement accès. Pour moi, ça produit des affects de droite en fait. Ouais. C'est que ça crée des subjectivités de droite où là on finit par se dire, ou on peut finir par se dire, c'est chacun pour soi au fond dans cette société-là. Puis au fond faut juste que j'accumule assez d'argent pour pouvoir aller au privé si jamais j'ai pas de place au public ou c'est ça. Puis donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup de ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une société où il y a toutes sortes de conditions qui ressurgissent, qu'on essaie de mettre des conditions sur... puis vous parliez tantôt de l'immigration, mais en ce moment, c'est effrayant là, dans les déclarations des politiciens, comment l'immigration est une menace, mais aussi comment ça devient ce qui est posé en ce moment par les politiciens, c'est que les immigrants, c'est une condition au filet social. C'est que les immigrants viennent nous enlever le filet social, puis donc c'est ça. Pour moi, ça, c'est vraiment des manières de discourir qui viennent créer une société qui devient conditionnelle, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un essai. Vous êtes en train de faire naître peut-être un essai?
c'est une petite réflexion. Je sais que c'est ça, les écrivains ont dit, vous devriez écrire tel livre. Travaille-tu sur quelque chose? Ouais. Es-tu en écriture? Ben, tu sais, les romans, c'est le fun, mais les essais, moi, j'aime bien les essais, puis je pourrais enfin vous inviter pour un de vos livres à la balado, parce que moi, je touche pas à la j'aimerais fiction. ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Mais la fiction a beaucoup à apprendre aussi à la gauche, hein? Tout ça est relié, là. C'est pas une sous-catégorie non, de la pensée, la fiction, au contraire. C'est pas ça que je voulais dire. Ça nous fait penser. Mais non, mais je voulais J'en lis des romans, là. Je voulais juste, c'est important, Fred. Il n'y a pas maudit, c'est super bon. Puis je voulais juste conclure en disant que pour moi, c'est un peu ça que l'IRIS fait au niveau affectif. La mission affective de l'IRIS, pour moi, c'est ça, c'est de défendre cette inconditionnalité-là dont on a tellement besoin. En fait, Kev Lambert, ce qu'on a vraiment besoin présentement, c'est de Kev Lambert. Merci! Merci pour cette prise de parole, vraiment! La place du privé dans la production de l'électricité au Québec est-il relancé? En tout cas, le premier ministre Legault et le ministre Fitzgibbon ont tous deux laissé entendre qu'ils étaient ouverts à plus de privé dans les secteurs énergétiques du Québec. Déjà, il y a des projets qui sont faits par le privé. Pensons à tous les projets qui sont faits par Boralex. Donc, on n'a rien contre le privé. Les grands barrages chez Hydro-Québec, ça va continuer. Les petits barrages, il y en a déjà de privé, c'est une bonne affaire. L'éolien, c'est le privé, ça va bien. Moi, je suis jeune de privé. Le privé est plus efficient que l'État. On va se dire une chose, Pierre Fitzgibbon, on s'en ennuie. Hein? Moi, j'ai regardé je préparais les extraits, je me dit que... Hein? C'était bon. Colin! C'était divertissant. Bertrand Chappard, bonjour! Bonjour! Anne Plourde! Bonjour! Vous êtes les deux de l'IRIS. Bonsoir. Bonsoir. Ils sont déjà venus à la balado. C'est votre deuxième présence. Oui. Bertrand, c'est pendant la pandémie. Oui, j'ai eu cette chance. Back in the days, comme on dit. Oui, back in the days, à l'époque où chaque petit instant était un questionnement de est-ce qu'on entend bien? Est-ce que t'étais un petit peu sur le son, hein? Et Anne Plourde, c'était pour Santé... C'était-tu pour Santé Inc? Oui. Santé Inc. Oui. On va parler des possessions, parce que, c'est une série... Puis là, bon, les gens qui écoutaient l'épisode, vous n'êtes pas ici, bien sûr, au Oscar Plaza, mais il y a une belle table de merch, comme on dit dans le milieu, où on peut acheter des livres. Et je pense qu'il y a un coffret de... Parce qu'il y a un troisième des possessions, je pense, qui s'en vient bientôt. Qui sort à l'automne prochain. Moi, je pense que pour à mettre sous le sapin, là, un beau coffret des 3 tomes de dépossession. On va en aborder 2 aujourd'hui. Bertrand, on va commencer avec vous. On a entendu tantôt Pierrot Fitzgibbons. Les grands projets de développement économique. Il y a eu des possessions. En fait, est-ce que c'est le terme... Vous êtes les seuls un peu à avoir mis de l'avant? Parce que je trouve que ce terme-là, il est percutant. Ben, en fait, on s'est inspiré de plusieurs auteurs, notamment en Amérique latine, qui avaient déjà parlé des enjeux d'extractivisme, entre autres notamment. Mais par contre, quand on regarde au Québec, il y avait des enjeux où est-ce qu'on voyait... Il me semble qu'on s'est donné la possibilité d'avoir des sociétés d'État, la possibilité d'avoir des services, la possibilité d'aller dans un autre modèle que celui qui était le modèle capitaliste connu. Et en fait, on dirait que année après année, décennie après décennie, l'État tente à... On aurait tendance à croire qu'il décroît. Hein? On a cette impression qu'on veut couper du personnel, tout ça. Mais dans les faits, ce qu'il fait, c'est qu'il transfère les fonds. Il ne dépense plus pour faire servir l'État. Il dépense en subventions, en aide financière, en prêts sans intérêt, et à se retirer finalement de ses obligations en termes d'État. Et c'est plus vers ça qu'on voit ça. Et ça, le résultat est facile à voir quand on pense, par exemple, à un régime minier, quand on pense, par exemple, à donner des ressources naturelles. Mais c'est aussi vrai quand, tranquillement mais sûrement, on transforme le modèle de l'éducation, quand on transforme tranquillement le modèle de santé qui devient de moins en moins accessible à tous, et c'est une forme de dépossession pour la population et les citoyens. Et c'est quand même un concept qu'il faut marteler parce qu'effectivement, vous le dites, l'État se détourne de sa mission, c'est-à-dire être l'outil d'une collectivité, pour devenir le bras économique d'un secteur, le secteur privé. Et ça se fait un peu au compte-gouttes, année après année, puis on est un peu devant un fait accompli. On l'accepte, en fait, on remet même plus trop... Ben, en fait, est-ce qu'on le remet en question? Est-ce qu'il y a des gens, même nécessairement pas à gauche, qui remettent en question ce modèle-là? J'ai l'impression pas tant. Bon, en fait, l'idée actuelle, c'est vraiment que... En fait, c'est né dans les années 2000-2010, on disait ce qu'il faut faire, là, c'est surtout pas augmenter la dette. Il ne faut pas augmenter la dette. Donc, pour pas augmenter la dette, on va trouver toutes sortes de procédures pour éviter ça. Et donc, là est né les PPP, par exemple, où est-ce que là, on s'est dit,
c'est pas nous qui vont s'endetter à départ, on va payer des petits montants chaque année, ça va faire dans nos dépenses, ça n'aura pas un effet sur notre dette. Ensuite, l'autre idée qui ont eu lieu, ça va être de dire, comme par exemple le REM, c'est un grand projet, là, ça va être le CDPQ qui va payer. Ouais. Le CDPQ va payer, mais ultimement, la CDPQ, c'est un fonds privé. Là. Je veux dire, l'État n'a pas à choisir. Premièrement, en fait, va juste donner son OK au projet et non pas déterminer quelle va être la nécessité du projet. On s'éloigne du transport en commun, par exemple, pour tous et à l'accessibilité pour tous. D'ailleurs, pour les gens de Brossard, je viens d'avoir une notification, le REM est en panne présentement. Heureusement, l'épisode n'est pas fini, mais si vous... Mais ça marche bien, sinon, le REM. Ouais, mais c'est... Je veux pas cracher dans la soupe du vinaigre, là, mais ça marche bien, le REM. Il y a beaucoup de feuilles mortes sur les tracks présentement, fait que ça pourrait avoir un effet, là. un petit sac de chips de Doritos vide aussi. Pourquoi les PPP? Là, encore une fois, c'est la personne qui lit les journaux qui est comme « Oui, non, encore. » Je me rappelle, les PPP, c'était très à la mode avec Monique Jérôme Forget. On est encore dans ce paradigme-là. En fait, je dirais qu'on a même dépassé ce paradigme. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il fut une époque où on disait, l'État peut pas construire l'entièreté des infrastructures au Québec, on va donner des contrôles privés. L'idée qu'on peut s'imaginer du rôle de l'État de fournir des services, de trouver la manière de le faire. Ensuite, on se dit, quand on fait ça, puis si c'est l'État qui achète comme j'ai dit tantôt, des infrastructures, là, on augmente la dette pas mal plus vite. C'est un enjeu, ça nous dérange. Là vient l'idée suivante de dire, OK, là, si on peut pas faire ça, on peut faire des PPP, on va payer un loyer. Les gens aiment pas ça. Puis ça paraît mal. Puis finalement, on a réalisé, là, avec le CHUM-COSUM, par exemple, que ça nous coûtait, qu'on a étudié, que ça nous coûtait plus cher que si on le faisait autrement. Donc là, il faut trouver une autre méthode. Là, c'est la nouvelle méthode qui était avec le REM, notamment, ça a été de dire, là, on va juste dire à peu près ce qu'on veut. On va laisser le CDPQ proposer quelque chose, on va l'approuver ou non. Et une fois que c'est approuvé, on va même donner des actifs qui appartiennent à l'État. Notamment, par exemple, le chemin qui passe le tunnel en dessous du Mont-Royal. Puis on va dire, faites-nous quelque chose de bien, puis ça paraît bien politiquement. Politiquement, tu fais avancer des projets, des grands projets. Et tu prends pas de risque, tu peux jouer la carte de « on est prudent » et tu laisses le privé, dans le fond, se ménager une marge de profit. Se ménager une marge de profit, puis on dit que le privé prend un risque, mais en fait, chaque fois qu'arrive un moment où le privé dit « Ah, c'est un risque qui est trop grand, ça nous coûte plus cher », le gouvernement rajoute de l'argent. Mais moi, je voulais revenir aussi sur est-ce qu'il y a des gens qui contestent? Oui. Et il y a le problème un peu des idées zombies, des faux, peut-être pas une fausse bonne idée, mais les préjugés qu'on peut avoir sur certains concepts. La dette, par exemple, on y va à main levée. Qui aime ça être endetté? Qui aime ça voir sa carte de crédit et pas être capable de la payer? Personne. Alors là, la droite puis les gouvernements nous disent on met ça sur la carte de crédit de l'État. On s'endette sur le dos de nos enfants. Puis là, les gens, ils se sentent concernés, puis ils le sentent à l'intérieur d'eux-mêmes, puis dans leur famille, puis dans leur ménage. C'est pas quelque chose qu'ils trouvent agréable. Et là, on est capable d'en passer une petite vite. Mais l'État, c'est pas un ménage. Il va pas mourir de façon imprévue en laissant des dettes de façon incontrôlée. L'argent qu'ils empruntent sur les marchés financiers, ils l'empruntent à un taux qui est vraiment meilleur que ce que tu as sur ta carte de crédit. Puis là, je pourrais continuer, je préfère l'émission complète sur comment l'État n'est pas un ménage, mais cette impression-là... Donc, il ne gère pas l'argent comme un bon père de famille, c'est ça que vous dites? Il nous parle... Il n'y a pas besoin de cette expression qu'on déteste. Qu'on déteste, mais les gens, quand ils entendent ça, ils font comme « Ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on n'a pas l'argent. » Il y a Jean Parizeau, je pense, qui disait, contre ces arguments-là, il disait « Personne n'achète une maison cash. On emprunte pour un toit, mais l'État fait la même chose avec ses services. » Sans compter qu'on peut dire que l'État a la capacité d'aller chercher des revenus supplémentaires s'il voulait. Je suis pas mal sûr que les gens dans la salle ici n'ont pas la capacité de dire « Hey, j'irais ça aller chercher un 15 000 $ de plus comme ça en, mettons, augmentant les impôts du 1%, par exemple. » Ou si on prend les garderies, les CPE, est-ce que c'est une dépense ou c'est un revenu? Ça coûte de l'argent à l'État, mais il crée des emplois. Il permet à des familles d'avoir 2 parents qui travaillent. On peut continuer. Argent, bénéfices, dépenses, investissements. Et dans le privé, on voit toujours ça comme un investissement. Et dans le public, on voit toujours ça comme une dépense. Mais au final, c'est rentable. On n'a pas abordé... est-ce qu'il y a un département du contentieux à l'IRIS? Parce que j'imagine que ces thématiques-là... Oui, on se fait des amis. Devaient gosser du monde. Ça arrive. Bon. Est-ce que vous avez eu des poursuites?
Ça arrive. Qu'on peut dire, là, il va y avoir du montage. Au pire, je l'enlève. Est-ce que mon Facebook Live fonctionne? Oui, OK. Non, mais est-ce que donc, il y a eu des poursuites. Il y a eu des gens qui ont tenté de vous museler? Oui. Est-ce qu'on peut les nommer? Non. OK. Est-ce que c'est à côté de Berry-UQAM? Anne Plourde, dépossession, santé. Oui. Deux concepts, malheureusement, qui vont bien ensemble. On est en plein dedans, en plus, dans l'actualité. Oui, on est toujours dedans dans l'actualité depuis un bon moment déjà. Hein. La dépossession, ça concerne effectivement les ressources naturelles, les sociétés d'État comme Hydro-Québec mais ça concerne aussi les services publics en général et en particulier la santé et l'éducation. On s'est donné au Québec des services publics particulièrement avant-gardistes dans les années 70. Là, ça, il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant, mais quand on a créé notre système de santé et notre système d'éducation au Québec, on a mis en place des modèles vraiment avant-gardistes qui étaient admirés ailleurs dans le monde. On venait au Québec pour observer, par exemple, les cégeps, les polyvalentes, les CLSC. C'était des modèles vraiment intéressants, mais malheureusement, il y a des intérêts privés qui étaient pas tellement sympathiques à cette idée-là de, collectivement, on va se donner des services publics, puis on va cesser de marchandiser ces services-là, puis de les acheter, puis de les vendre, puis de pouvoir faire du profit avec. Donc, il y a eu des pressions dès le départ, en fait, dès qu'on a créé. En fait, il y a eu des résistances en ce qui concerne le système de santé avant même sa création. Il y a eu des résistances très fortes à la création du système public. Les médecins, entre autres, dans votre livre Santé, vous le montrez très bien, l'histoire du système de santé. Dès le début, les médecins étaient une force d'inertie. Oui, les médecins spécialistes, en tout cas, ont fait la grève pour essayer d'empêcher l'adoption de l'assurance maladie du Québec. Puis une fois qu'on a eu adopté, malgré ces résistances-là, notre système public, il y a eu des pressions qui se sont poursuivies pour qu'on reprivatise les services qu'on venait de nationaliser. Et donc, ces efforts-là de privatisation, c'est venu avec tout un discours puis toute une série de justifications idéologiques pour essayer de faire passer l'idée que on est mieux de privatiser en fait les services, le privé est plus efficace, le privé coûte moins cher, le privé va nous aider à désengorger le système public, toutes ces idées-là qui reviennent de manière récurrente. L'IRIS, on a travaillé beaucoup à essayer de les démonter. Mais pourquoi, collectivement, là, je sais que vous n'avez pas la réponse, puis je vous mets dans une question qu'on ne peut pas répondre, mais je ventile. Pourquoi on est si Alzheimer, collectivement, en tout respect pour les gens qui ont l'Alzheimer? Parce que ces arguments-là d'efficacité du privé, ça fait depuis les années 80, entre autres, le virage néolibéral du gouvernement Bourassa. Bon. Et là, présentement, si on regarde les journaux, si on regarde les médias, on est encore là-dedans. Là, on apprend que les Top Guns de Santé Québec se sont dégraissés eux-mêmes, se sont donné des grosses primes, mais on ne sait pas les montants, parce qu'évidemment, il faut rester concurrentiel pour les autres primes qui présentent. Je veux dire, pourquoi on n'est pas dans la rue? C'est ça ma question, là. Je suis pas dans la rue, moi non plus, là. Je veux pas, mais qu'est-ce qu'on attend pour aller dans la rue? Je sais pas quoi répondre à cette question. On va falloir des à un moment donné, la gauche. Là. Je comprends qu'on veut pas gagner, mais à un moment donné, là je le dis de façon métaphorique, péter des gueules, mais il va falloir se fâcher, ça se peut pas. Oui, en fait, ce qui est effectivement frustrant, c'est que en particulier, en ce qui concerne le privé en santé, ces idées-là, on parlait ça, je pense, ça a été mentionné, des idées zombies, là, des idées qu'on ne cesse de tuer et qui ne cessent de revenir à la vie année après année. C'est les mêmes idées qui sont mises de l'avant depuis 30 ans. Et la démonstration, elle est faite dans une tonne d'études que le privé, c'est dangereux pour la santé et pour la vie. Là, on parle pas de privatiser des autobus, là, on parle de privatiser la santé des chirurgies, là, tu sais, on parle de l'accès à des services essentiels, et malgré tout, ces idées-là continuent de revenir dans l'actualité, mais je pense que une des choses qui fait que ces idées-là continuent de, d'abord, elles sont véhiculées par de façon, je veux dire, les porte-voix de ces idées-là ont plus de présence médiatique que l'IRIS, par exemple. Les médias eux-mêmes. Et effectivement. Et des gens au gouvernement. Mais il y a aussi qu'il y a eu tout un
il y a eu une forte détérioration du système public lui-même. C'est vrai en éducation, c'est vrai en santé. Il y a une telle détérioration avec les réformes successives, avec la privatisation des services. Il y a une détérioration des services publics qui fait que les gens sont à la recherche de solutions et que dans ce contexte-là, les idées de on va demander à des cliniques privées de faire les chirurgies, ça va nous aider à vider les listes d'attente, ça va améliorer l'accès aux services. Les gens, quand on regarde les sondages, sont pas nécessairement dupes sur le fait que les entreprises, ce qu'elles veulent avant tout, c'est faire du profit. Oui. Puis ils sont pas nécessairement d'accord avec l'idée que les entreprises fassent du profit avec la maladie, mais ils cherchent un accès aux services, ils cherchent des solutions. Puis ce qu'on leur présente médiatiquement, principalement, c'est des solutions du côté du privé. Des solutions qui sont faciles, alors que si on veut avoir un système de santé puis un système d'éducation à la hauteur de nos ambitions, ça demande de réformer des structures, ça demande de déranger certaines personnes et pas les personnes avec le moins de pouvoir. Oui, sauf que, Evelyne, tantôt, avec Anne, on en a parlé, puis là, on refera pas tout ça. Je le sais que c'est complexe, puis en même temps, pas tant, mais il y avait quand même, je pense, des mouvements sociaux dans les années 70, entre autres, avec les syndicats aussi. La perception aussi que la population avait des syndicats était peut-être différente. Puis aujourd'hui, est-ce que les voix de gauche, puis on doit inclure les syndicats, même si parfois leur corporatisme les éloigne des idées de gauche, à mon avis, mais est-ce qu'on a perdu un peu un contre-pouvoir par rapport à tous ces gens qui veulent, tranquillement, pas vite, que la santé soit complètement privatisée? Mais je pense qu'il y a... Tu sais, quand on regarde du côté... En tout cas, nous, à l'IRIS, personnellement, j'en ai fait beaucoup des conférences dans les milieux syndicaux, dans le milieu communautaire. Je pense que les organisations syndicales, communautaires, à gauche, en général, sont quand même mobilisées contre le privé en santé. C'est un enjeu qui est incontournable, qui est central. Mais l'offensive en faveur de la privatisation, elle est très forte et elle est très soutenue. Mais la bonne nouvelle, c'est que la résistance à la mise en place du régime public dans les années 70, elle était aussi très forte et très soutenue. Là. C'est des acteurs très puissants là, qui étaient opposés à la création du système public. Donc, c'est possible. Oui, on parle de la Fédération des chambres de commerce du Québec, des conseils du patronat, la Fédération des médecins spécialistes, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des assurances. C'est des acteurs majeurs qui étaient mobilisés contre ça. Il a fallu une mobilisation collective d'envergure pour que ça passe, mais c'est possible, c'est passé. Et je veux dire, si on a réussi à mettre en place un régime public, on est capable de défendre le régime public qu'on a mis en place, puis on est capable de faire ce qu'il faut aussi. Ça, c'est l'autre chose, c'est qu'on a aussi à l'IRIS développé des solutions. On n'est pas juste dans la critique, là, on est aussi proactif pour essayer de chercher des solutions à, par exemple, les problèmes du système public en santé. Puis, il y en a des solutions, on les connaît, on les met de l'avant. Maintenant, c'est sûr, il faut s'en emparer, puis il faut faire quelque chose avec. C'est inspirant, Claude! Bertrand Scheper, merci. Bertrand, peut-être un dernier mot? Je vais laisser les applaudissements à Anne, là, quand même, elle le mérite. Non, mais essentiellement, je pense que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que oui, il y a une offensive. On a un gouvernement qui est rempli d'hommes et de femmes d'affaires. On a des médias qui sont contrôlés en partie par d'importants consortiums d'hommes et de femmes d'affaires. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas simple à tous les matins. Mais c'est bien évident qu'il faut placer ces idées-là, puis après ça, il faut s'en emparer pour les amener dans l'espace public. Puis je pense qu'on est de plus en plus tannés. Fait que je pense que si on est de plus en plus tannés, il y a une suite. C'est déjà un début. Moi, je suis beaucoup tanné, en tout cas. Puis pour vrai, je trouve ça vraiment inspirant de faire cet épisode-là avec vous parce que ça nous permet de replonger dans les 25 ans de l'IRIS puis de se rendre compte que ça continue. Puis cette armature-là idéologique, vous nous la fournissez. Puis ça donne envie de se fâcher, mais de façon intelligente. Merci vraiment à vous deux. On se dirige vers tranquillement la fin, mais avant, on aura un autre moment drôle, parce que c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, à un point tel que j'ai même décidé de faire de l'humour avec elle. J'espère que vous la connaissez, sinon vous allez passer un excellent moment avec Coralie Laperrière! Allô!
allô! Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Iris. On les applaudit, comment? Ils méritent ça. Ah, c'est beau de vous voir tout le monde, là. On est tellement de gauchistes dans la salle, là. Je pense que Donald Trump est à ça de nous considérer comme une organisation terroriste. C'est beau. Très contente d'être ici pour le 25e anniversaire de l'Iris. Félicitations, 25 ans, c'est pas rien. C'est trop vieux pour être la blonde de Leonardo DiCaprio. Fait que c'est bon. C'est beau de voir une institution vieillir quand même. Je trouve ça beau de voir une institution vieillir. Vieillir, c'est gagner en expérience, en sagesse. Puis ça fait de plus en plus d'années que tu répètes les mêmes affaires et que personne t'écoute. Non, mais hey, 25 ans de publications intelligentes que personne lit. C'est incroyable. Non, vous devez être tannés, l'Iris. Vous devez être tannés. Vous proposez des solutions, personne ne les applique. Là. J'espère que vous avez comme un groupe de soutien. L'Iris, un genre de groupe chat avec les climatologues, peut-être. L'Iris, c'est un hommage à l'Iris. Tu dois être fatigué quand même de toujours répéter les mêmes affaires. Là. Dans 2 ans, moi, je suis sûre qu'on voit des chercheuses de l'Iris dans les rues en train de péter des vitres de banque. Avec des briques, avec un petit mot dessus. On a essayé de vous le dire poliment. Là, j'ai l'air radical là, dans ce que je dis, mais c'est à cause de vous, l'Iris. C'est à cause de l'Iris parce que moi, plus je lis l'Iris, plus j'ai envie de changer le système. Puis moi, j'adore ça, l'Iris. Moi, c'est tout le temps des publications de l'Iris que je cite quand j'ai envie de péter quelqu'un dans un argument. Ça, c'est le fun. Puis là, je sais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une activité de financement. Puis là, j'en profite pour vous dire mon avis. Je sais pas si c'est une bonne idée de continuer à faire de la recherche. Non, excusez. C'est juste que c'est parce que la droite, elle s'en calisse. Comme la droite, elle n'a pas besoin de science, juste de l'argent. Je pense qu'on devrait faire ça. Moi, je pense qu'on fait pareil à gauche. Vous avez juste à sortir des publications bidons là, avec des titres du genre « Investir en santé mentale diminue les accidents de la route ». Tout le monde va vous croire. Là. Ça se peut. Fait que moi, après ça, vous prenez l'argent, puis là, vous la donnez à des groupuscules de gauche. T'sais, moi, je suis sûre que le Black Bloc prend des virements Interac. Je pense que ça se peut. Puis là, je niaise parce que c'est important, tout le monde, de donner de l'argent à l'Iris. Surtout que l'Iris n'accepte pas d'argent d'organisation à but lucratif. C'est cool, ça. Vous la jouez indépendant. Ouais, moi aussi, je fais ça. Tu sais, accepter de l'argent d'une entreprise lucrative, ça corrompt. Fait que moi, c'est ça que je me dis pour me consoler de ne pas être dans les grosses productions de télé. Là. Si je suis pas connue, c'est que je suis proche de mes valeurs. C'est comme chien que vous applaudissez pour ça. Non, faites du bruit, là. Merci. Puis là, d'ailleurs, je pense qu'on a plein de points en commun. Tout le monde ici dans la salle. Moi, j'aime pas les riches. Ouais! Yes. On est tous pauvres, c'est triste. Mais là, je parle pas des petits riches, genre les médecins. Ils sont riches, mais c'est juste que j'aimerais ça pas trop les bitcher. J'aimerais ça qu'ils continuent à me soigner. Je parle plus des grands riches de la classe propriétaire capitaliste. Puis non, je parle pas de ton condo Jessica. Je parle d'un gars comme Luc Poirier. Oh, ouais. Alors, moi, il y a 6 mois, je connaissais pas ce gars-là, puis depuis, je l'haïs. Maintenant, c'est mon riche préféré à haïr. Mon préféré. Avant, c'était Elon Musk, mais depuis qu'il a dit que Donald Trump était dans les Epstein Files, il a comme monté dans mon estime. Puis, je pense que c'est important pour le Québec de conserver une haine locale. Puis là, tu le sais que les riches, c'est louche parce que c'est la seule minorité que Mathieu Bock-Côté n'a pas attaquée. Hein? T'sais, on est tous d'accord qu'une minorité de personnes ne devrait pas imposer sa façon de vivre sur les autres. Fait que pourquoi la CAQ? Moi, personnellement, j'ai pas peur de voir des gens se convertir à l'islam à cause d'un voile d'une enseignante, mais j'ai peur de voir des gens se convertir en courtier immobilier à cause des loups-boutins de Duranceau. J'ai rien. D'ailleurs, France-Hélène est passée du ministère de l'Habitation au Conseil du Trésor. Moi, je pense qu'elle a été déçue quand elle a appris que c'était pas un vrai trésor.
Mais tout est de la faute des riches. Tout est de la faute des riches, puis on est condamné à continuer de les élire parce que c'est juste les riches qui peuvent se payer des élections. Tu sais, travailler pendant des semaines sans savoir si ça va finir par avoir une job, c'est un stage non rémunéré, là. Un stage non rémunéré in this economy. Les élections, c'est juste un concours de popularité. Hein? C'est pas un gage de compétence. C'est comme laisser le pays d'être géré par le gars de l'école qui a une piscine puis des parents absents. Le plus incroyable, c'est les riches qui chialent contre le gouvernement, fait des riches qui chialent contre d'autres riches. Ça, c'est vraiment des liènes puis des hyènes qui s'ostinent, des lions puis des hyènes qui s'ostinent pour la même antilope, là. T'sais, c'est vraiment genre... Luc Poirier, il trouve qu'il paie trop d'impôts, c'est sûr, il s'en fout, lui, des services publics. Lui, il n'a pas besoin de médecin de famille, il a déjà son médecin pour sa famille. Puis Olivier Primo, ben il s'en fout, t'sais, il nous fait croire que lui aussi, ça l'affecte, le prix du gaz puis l'inflation à l'épicerie, parce qu'il trouve ça cher aller au chalet puis manger du homard. Là, c'est facile aussi de chialer sur les impôts. C'est ça qu'ils font, les riches. Ils chialent tout le temps sur les impôts. Mais moi aussi, là, je suis à gauche puis je suis pas contente de payer des impôts qui vont directement dans le salaire de Bernard Drainville. Hein? À la gang, on est tous pauvres. Dites-vous que tous nos impôts, c'est juste aller dans les poches des ministres. C'est dégueu, hein? Pour vrai, rendu là, moi, je serais moins insultée que François Legault fasse un tas de 100$ avec mon argent puis qu'il calisse le feu dedans. Et là, en tant qu'anarchiste, moi, j'y crois pas au système parlementaire. Et mon seul espoir, en fait, ça serait si le premier ministre avait les mêmes conditions de vie qu'une personne qui fait le salaire médian au Québec. Hein? Ça serait bon, hein? Là, on aurait des services, ouais! Là, on aurait des services, ça serait sa motivation. Puis si les salaires baissent puis que les loyers montent, ben le PM va savoir c'est quoi faire des chiffres de nuit au Tim Hortons. Puis là, je pense pas que je vais faire controverse ici ce soir en disant que je pense que les riches devraient payer beaucoup plus d'impôts. En plus, clairement, ils savent pas quoi faire de leur argent. T'as-tu déjà vu une maison de riches? Pour vrai, on dirait que plus ils ont de l'argent, plus c'est laid. Moi, à la fin de semaine, c'est ça que je fais. Je regarde des maisons de riches sur Centris. Ça me détend. Je suis comme, OK, je suis pauvre, mais au moins, moi, j'ai du goût. Non, à partir du moment où tu trouves ça beau, de la peau d'ours comme tapis, il faut t'enlever ta carte de crédit. Je pense que c'est un seuil, merci. Moi, je pense que la peau d'ours comme tapis, soyez avec moi, c'est l'équivalent bourgeois de mettre un drapeau du Québec comme rideau. Hein? Tu sais, genre, je sais là, que tu décores selon ton budget, mais là, t'as l'air d'un esti de cave. Hey, tu sais, les riches, là, ils ont des grosses maisons avec un piano, personne joue du piano. Une grosse cuisine, personne cuisine. Des chambres d'amis, ils ont pas d'amis. Hein? Ils ont genre 22 salles de bain dans leur grosse maison, dont une salle de bain, c'est juste une grande douche. Là, à un moment donné, il faut se le dire, asseoir les risques. À un moment donné, il faut que la douche arrête que la toilette commence. C'est un contrat social. Les riches ont du beau linge, hein, des beaux ongles, des beaux cheveux, une belle peau, mais ils trouvent ça beau de décorer le corridor avec une armure de chevalier. Hein? Leur sofa, il est rempli de coussins, souvent dans les maisons de riches. Il y a tellement de coussins, on dirait qu'ils vendent des coussins. Pour vrai, il y a tellement de coussins dans les sofas des maisons de riches. Moi, j'ai l'impression que chaque coussin doit représenter un moment où leur papa leur a pas dit « je t'aime ». Ah ouais, fait qu'on peut chialer c'est riche, mais pas le manque d'amour paternel. OK? Sinon, les riches aussi, il faut qu'ils payent plus d'impôts parce que souvent, ils ont des gyms dans leur maison de riches avec les mêmes machines que personne n'utilise au gym. Genre, t'as-tu vraiment besoin d'un Stairmaster quand il y a déjà 45 marches à monter pour te rendre à ta chambre? Pour vrai, si tu veux faire du sport, juste paye tes clés. Ça va être correct. Sinon, au Québec, hein, nos vedettes n'aiment pas parler d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut deviner leurs revenus quand ils vendent leur manoir 4,7 millions sur Centris. Et on peut jouer à qui appartient la maison en se basant uniquement sur le nombre de gémeaux sur la cheminée. Moi, ça me console dans ma carrière. Tu sais, j'ai pas encore de trophée, mais au moins mon chum décore pas des pièces avec des chandails de football écrit Morissette dans le dos.
Vous irez checker, c'est vrai. Mais les maisons de riches que je préfère haïr, OK, c'est les maisons de riches de gosses célibataires. Parce que le sous-sol est décoré comme les rêves d'un ado de 16 ans. Il y a genre une table de ping-pong, une machine à boules, aucun cadre sur les murs, mais des bouteilles d'alcool qui servent de décoration. Puis dans la chambre à coucher, tu réalises que l'équivalent plus haut palier d'imposition de ne pas avoir de base de lit, c'est avoir un base de lit en porte de grange. Puis, augmenter les taxes et les impôts des plus riches, moi, je pense que c'est la base. Hein? C'est juste pouvoir les retenir de construire un terrain de tennis glow in the dark dans leur salle de lavage. Fait que c'est ça, je vous laisse là-dessus. Bye, les risques, bonne fête! Bye! Merci! Merci, Coralie! Bonsoir et bienvenue à tous. Sans être spécialiste de la finance, il y a des noms prestigieux que chacun connaît, Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Guillaume Hébert, excusez, ça va le dernier bloc? Oui, parce qu'après ça, on va pouvoir festoyer. Parlons de... un phénomène, on en a un petit peu parlé dans le premier bloc, Evelyne, la rupture, 2008. Est-ce que 2008, on parle d'une rupture, on a eu un petit extrait où c'est la crise des subprimes, les banques vacillent, ils vont être enfouis, tout ça. Bon, mais est-ce que sur le plan des idéologies, il y a vraiment une rupture? Il y a quelque chose qui s'est passé, oui. 2008-2009, avec la crise, tout n'a pas été nécessairement immédiat, mais il y a quelque chose qui s'est transformé pendant les années 10. En fait, je pense que c'est là qu'on a commencé de plus en plus à parler de polarisation politique. Juste le fameux mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, il a mis sur la map la question des inégalités. Hein? Parce qu'on l'oublie, parce que maintenant, on en parle constamment. On est frappé constamment par l'ampleur des inégalités, l'obscénité des ultra-riches. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Au début des années 2000, on n'en parlait pas tant que ça. Ouais. Hein, on parlait plutôt de pauvreté. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, on parlait de quoi? De pauvreté. Oui. Il y avait les pauvres, et c'est ça. Oui. Un de nos premiers succès, d'ailleurs, c'est l'étude à laquelle Evelyne avait participé sur mesurer les inégalités au Québec. Ouais. Puis à ce moment-là, c'était un peu un thème. Nous, c'était la première fois, en fait, qu'on avait un éditorial à ce moment-là sur une de nos études. On était bien contents. Ouais. Et ça montrait qu'on touchait quelque chose de nouveau. Mais à partir du milieu des années 10, là, après le mouvement Occupy Wall Street en particulier, qui lui commençait à parler du 1% versus le 99%, on ramenait un discours de classe, mais là, il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué. Sauf qu'en parallèle, c'est aussi la formation du Tea Party. Exact. Qui est un peu le noyau de ce qui se déploie aujourd'hui aux États-Unis. Au Québec... Là, c'est drôle, en préparant, il y avait la coalition Main Rouge, il y avait les cols rouges. J'avais oublié ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, des cols rouges qui étaient omniprésents à la radio de Québec. Ouais. Ils n'ont pas duré si longtemps que ça, mais le symbole était fort parce qu'à la sortie d'un des budgets, où c'était la fameuse révolution tarifaire de Bachand, qu'on cite pour une deuxième fois ce soir, Raymond Bachand? Quand Raymond Bachand lance sa révolution tarifaire, il y avait eu la coalition Main Rouge à Montréal qui avait manifesté pour dire « Nous, on ne va pas accepter ce principe de l'utilisateur-payeur, c'est de la régressivité, on va se battre contre ça. » Mais en même temps, à Québec, il y avait eu des manifs, des cols rouges, qui eux autres aussi disaient « Non, ça suffit les taxes, mais c'est une manif de droite libertarienne. » Oui. Mais là, c'est ça. Bon, arrive la pandémie aussi, où ça, c'est un autre moment de rupture. Et là, on se rend compte que, puis on en a abordé un peu cet état de fait-là dans le premier bloc, la gauche fait cette critique, argumente, fournit l'argumentaire depuis la fin des années 90, mais c'est l'extrême droite qui capitalise avec des gains politiques. Exact. Je pense que c'est exactement ça. Quand la crise est arrivée, 2008-2009, moi-même, candidement, je me disais, voilà, c'est la fin du néolibéralisme. Oui. Maintenant, tout le monde a compris, tout le monde a vu à quel point ça fait des ravages quand on déréglemente comme ça l'économie, qu'on laisse les financiers faire n'importe quoi. Je dis, ça y est, là, ça peut pas être plus clair, c'est fini cette ère-là. Au contraire,
ceux qui ont capitalisé, comme tu viens de le dire, là-dessus, c'est de plus en plus la droite. Puis on ne le voyait pas encore si clairement à cette époque-là que maintenant, mais la polarisation a pris de plus en plus de place. Et là, nos vis-à-vis ont changé. Hein, et pendant la pandémie, c'est un autre moment où on a eu l'impression qu'il y avait cet espace. On voit l'importance d'investir en santé, l'importance de la communauté, l'importance de la solidarité. Et là aussi, on s'est retourné, on s'est dit, il y a un espace. La PCU, on se dit, est-ce que ça va être un revenu minimum garanti? C'est comme une espèce de banc d'essai, puis il n'y avait plus d'avions dans le ciel. Et la PCU a eu un effet réel et substantiel sur la réduction des inégalités. Il y a plus de personnes qui sont sorties de la pauvreté, la classe moyenne s'est renforcée et les riches n'ont même pas perdu tant d'argent que ça pendant la PCU. Fait qu'on voyait, on avait vraiment cette impression-là qu'il y avait un moment à toucher. L'IRIS réfléchit à un monde post-capitaliste, chose qui est extrêmement difficile. Je pense que symboliquement, là, on a de la difficulté à imaginer autre chose. Comment on fait? Comment on s'y prend pour ce chantier majestueux? Comme on entend de plus en plus souvent, on a beaucoup plus de facilité comme civilisation à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est fou. C'est triste en même temps. Mais bon, s'il y a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on peut essayer de le faire puis de le nommer. Ouais. Parce que quand on a commencé à l'IRIS, on ne pouvait pas mentionner le capitalisme. Si on parlait du capitalisme, ben là, c'était bizarre parce que c'est des communistes. Ouais. C'était louche. Ouais. Fait, on pouvait difficilement verbaliser ça. Puis encore là, c'est beaucoup après la crise de 2007-2008. Là, on a commencé à parler des excès du capitalisme. On peut les nommer. Ouais. Puis éventuellement, avec la crise écologique, avec toutes les dysfonctions du marché, parce que là, je sais, il y a une collection. Toutes nos vies sont marquées par les dysfonctions du marché. Oui. Ben là, il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à faire cette critique-là. Et même, on a une nouvelle génération, je dirais, de plus jeunes, en particulier dans les luttes écologiques. Eux autres ne comprennent même pas pourquoi on le ferait pas, critiquer le capitalisme. On est rendu ailleurs. Fait que ça, c'est le bout qui est positif. Il y a une ouverture à entendre des idées nouvelles qui étaient inespérées un peu. Ouais. Evelyne, est-ce que j'ai compris qu'il y a un nouveau programme de recherche à l'IRIS? Bien, nouveau programme... On pourrait dire ça, mais je pense que c'était autour, un peu avant la pandémie, qu'on s'est dit, on critique beaucoup les politiques publiques des gouvernements, on remet en question leurs décisions, on montre leur travers, mais il manque le pas suivant. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut mettre des propositions sur l'espace public. On doit travailler plus activement à ça. On a publié un livre, entre autres, en 2016, qui est les 5 chantiers, où on prend 5 chantiers de la société, puis on essaie d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un monde meilleur, des meilleures politiques publiques pour améliorer la vie de tout le monde. On a créé le laboratoire en santé qui nous a permis d'engager Anne, qui fait des critiques des politiques publiques en santé, qui fait des critiques de la réforme de Dubé, mais aussi qui propose des façons de faire différentes parce que juste critiquer, ben on finit par justement avoir envie de péter des... Comme moi, le matin quand je lis les journaux. Là. C'est pas fécond. Ça nous amène pas à agir ensemble. Alors que quand on dit, regardez, il y a une direction, là, elle est là. Déjà, c'est un peu plus optimiste. Je dirais qu'il fallait aussi... Pour l'IRIS, pour la pertinence de l'IRIS, il fallait aussi s'adapter en quelque sorte à nos vis-à-vis. Parce qu'historiquement, au début, ce qu'on avait, c'était surtout les libertariens, une espèce d'extrême droite économique très anti-État, mais à la limite très respectueuse des droits individuels, en surface. Oui, tout à fait. Mais il y a plusieurs courants dans le libertarisme aussi. C'est ça. C'est ça. Mais ce point de vue-là a beaucoup reculé. Le point de vue de la droite économique a beaucoup reculé face à une droite, qu'on pourrait dire conservatrice si on est poli, mais qu'on pourrait parler de droite fascisante maintenant. Et eux autres ne sont pas du tout dans la pensée libertarienne. Ils sont dans bien d'autres affaires bizarres, si on veut. Et des fois, de faire des débats d'idées avec des chiffres avec eux autres, c'est pas toujours facile. Parce qu'à la limite, les libertariens, c'est une autre concession qu'on pouvait leur faire. On pouvait débattre sur des chiffres. Donald Trump, essayer de le convaincre avec les chiffres, je suis pas sûr que ça va marcher. Il n'y aurait pas une alliance nouvelle à faire avec les libertariens qui ont été mis de côté un peu? Je n'irai pas jusque-là, non. J'essaie d'être constructif, j'essaie de pas juste chialer en ouvrant mon journal le matin, là. OK, donc mais donc, il a fallu s'ajuster. Puis Evelyne, comme Evelyne vient de le dire, c'est aussi une des réponses à ça, c'est davantage ouvrir l'horizon. De moins dans
déconstruire la pensée unique qui n'existe plus, parce que maintenant, c'est un déferlement de bullshit qu'on a devant nous, c'est plus de la pensée unique. Fait d'intervenir là-dedans et offrir une vision de ce que ça peut vouloir dire, puis ça nous amène à une critique du capitalisme. Puis là, à partir du moment qu'on accepte de faire ça, qu'on fait ce pas-là de penser à ce que peut être le monde au-delà du capitalisme, après le capitalisme, ça devient pas mal plus intéressant. On n'est pas obligé de juste se demander comment est-ce qu'on va bouger le budget du Québec, aller chercher un petit peu plus d'argent pour le mettre, de le tasser d'un budget à l'autre. On est en train de se dire comment on peut radicalement changer notre façon de fonctionner. Puis on n'est pas tout seul à penser à ça. Il y a présentement des courants assez importants dans le monde universitaire, courants académiques, qui font ça maintenant. Et je pense que tôt ou tard, ça va percoler. Tu sais. Je vois un peu le rôle de l'IRIS, c'est un peu ça aussi, c'est de prendre des bonnes idées qui se passent dans le monde académique, mais qui ne se rendent pas dans le débat de société, puis nous, d'être la courroie de transmission. Et dans ce cas-ci, je pense qu'il y a des idées intéressantes. Autant d'un côté, on peut être très, très inquiet de tout ce qu'on voit au quotidien ces temps-ci, autant au niveau de la pensée des idées et de la pensée post-capitaliste, il y a des choses franchement intéressantes qui se font un peu partout à travers le monde présentement. Parlons d'argent, parce que le financement, comment ça fonctionne à l'IRIS? Là, si les gens qui nous écoutent, au-delà d'acheter les livres qu'on peut trouver dans les librairies, comment se finance l'IRIS? Je sais que des fois, la gauche, on n'est pas bon pour parler d'argent, on n'aime pas ça, ou c'est comme quelque chose d'évanescent, parce que j'imagine que les gens qui sont interpellés pourraient mettre l'épaule à la roue. Alors, Guillaume pourra m'aider à compléter. Guillaume fait partie aussi de la nouvelle vague de l'IRIS qui a reparti l'Institut après les 3 originaux. Et on est fondé sur 3-4 piliers, parce qu'on a un 4e qui prend de plus en plus d'espace, j'y reviendrai. Mais quand on a commencé à vouloir créer cet institut puis qu'il soit pérenne puis durable et de pouvoir rejoindre les gens, on s'est dit il y a 3 grandes catégories de financement qui nous intéressent. On veut aller chercher des partenaires auprès des syndicats, auprès des associations étudiantes, auprès des groupes communautaires. On veut avoir des contrats, des sujets qui sont pertinents pour des groupes sociaux. On veut le savoir, recevoir l'argent pour pouvoir faire le travail et publier sur ces sujets-là. Et on veut avoir des membres, on veut avoir des donateurs, des individus qui vont nous donner un montant chaque mois qui nous permettent de garder notre indépendance et de travailler sur les sujets qui nous appartiennent. Puis après ça, on faisait aussi, on se faisait interpeller pour donner des conférences. Et là, tout d'un coup, l'année passée, on a regardé nos états financiers puis on s'est rendu compte qu'on donnait tellement de conférences. On est rendu une équipe de 10 personnes à l'IRIS qui nous permet de couvrir le Québec. Puis on va dire les vraies affaires. Donner un webinaire à partir de Montréal, c'est beaucoup plus facile que de se rendre à Chicoutimi. Alors là, on s'est retrouvé à être beaucoup sollicité sur une variété de sujets. Et là, c'est rendu un 4e pilier de financement. Ah! Comme Marcel Leboeuf, qui est devenu riche avec ses conférences. Je pense qu'on charge moins cher. Ils font, on est comme, waouh, quelle bonne idée, on le voit moins à TV. Ben oui, il fait plein de conférences. On peut faire la même chose dans la gauche. Voilà. Donc là, si les gens qui nous écoutent à la maison, on salue Marcel Leboeuf, comment on se rend où pour devenir membre de l'IRIS? Sur le site web, tout simplement. On peut l'être. Puis j'insiste, la recette de l'IRIS qui a fait ça fonctionner, ça a été les membres qui nous ont appuyés généreusement au fil des années. C'est ça. Il y en a plein ce soir dans la salle ici, des membres de l'IRIS. Sans aucun doute. Merci à vous. Manifestez-vous. Il y a des gens de la balado aussi. Merci à vous. On a un peu plus de gens qui sollicitent les gens aujourd'hui à notre époque. Quand on a commencé à le faire, c'était pas tant que ça. Puis c'était pas gagné pour un institut de recherche d'avoir au-dessus de 1000 membres, comme on s'est retrouvé à l'avoir. On est assez contents. Et je m'étais dit aussi que ce soir, j'allais remercier les partenaires. Puis parce que les membres nous permettent d'être indépendants et nos partenaires aussi nous permettent de l'être. Et en tout cas, la démonstration que j'ai eue, c'est qu'en fait, qu'on les remercie à peu près jamais. Ça montre à quel point ils ne pèsent pas beaucoup dans notre quotidien. Mais la gauche est ingrate. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé ce soir. On nous le reproche souvent de l'autre côté. On est bien ingrat. On va régler ça. Donc, remercions nos partenaires. Nos partenaires, ils se connaissent. Il y en a tout plein dans le monde syndical, communautaire. Non, mais il y en aurait trop. Mais en fait, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils sont... Il y aurait beaucoup de gens qui pour donner de l'argent, ça viendrait avec une forme de contrôle. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a toujours eu des gens qui nous ont fait
très confiance. Des organisations qui nous appuient tellement qu'il fait qu'un soir comme ça, on n'avait même pas pensé de les remercier avant la dernière minute. On a à peu près 1000 membres, mais on a à peu près 300 organisations qui nous donnent des montants à la hauteur de leur budget. Puis j'invite toutes les personnes qui sont capables de devenir membres, mais si c'est pas dans votre budget, abonnez-vous à l'infolettre. Oui. Toutes les publications sont gratuites sur notre site Internet. Les conférences qu'on donne, c'est des conférences qu'on essaie d'ouvrir à un plus grand public possible. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos idées soient diffusées. C'est ça notre plus grand désir. Ça prend de l'argent pour faire ça, mais ça prend aussi des gens qui font le relais. Oui. Je peux les nommer les 300 si tu veux, mais ça va. Non, pas les 300. Puis, autre remerciement aussi pour tous les collaborateurs. On a beaucoup de gens qui permettent au modèle d'exister parce qu'ils sont profs d'université, parce qu'ils sont chercheurs associés, parce qu'ils sont retraités, qui donnent beaucoup de temps aussi pour les restes. Ça me donne beaucoup de profondeur sur certains sujets où il faut des expertises des fois. Donc, ça aussi, ça fait partie communauté, de la dans recette. le fond. Absolument. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de partenaire platine, or, argent, comme dans les autres organisations avec des tournois de golf. Vous faites pas ça. Les tournois de golf, non? OK. Bon. Evelyne, est-ce qu'on a est-ce qu'on a rempli la mission qu'on s'était donnée de brosser les 25 ans? Je pense que oui. Je pense qu'on a donné un bon portrait de l'amplitude de nos recherches, de la durée, de la pertinence de nos recherches. Puis peut-être c'est la dernière chose que je voudrais dire. On a Coralie nous dit qu'on gagne jamais, mais on a quand même réussi. On a fait partie des gens qui ont mis l'austérité sur la place publique alors que le gouvernement et que même les médias refusaient d'utiliser ce mot-là. On a fait partie des gens qui ont apporté la gratuité scolaire comme une idée qui n'était pas extraterrestre et qui devenait audible dans la population. On a créé un indicateur qui s'appelle le revenu viable, qui est maintenant utilisé par des entreprises privées, par des municipalités, par des groupes communautaires, par des groupes de défense de droits. Et Coralie n'a créé aucun indicateur. Je veux juste le dire. Qui a créé un indicateur ici? Personne sauf les risques. Voilà. Bravo! Dernier mot, Guillaume. Evelyne a dit qu'on a commencé à travailler, qu'on ne pensait pas gagner. Moi, je suis en désaccord. Et moi, je pense qu'on va gagner. Oui! Et je pense qu'on va gagner pour une raison très simple. C'est qu'on n'a pas le choix. Honnêtement, c'est ça ou c'est la barbarie, pour prendre une autre expression. On n'a pas le choix. Il faut gagner. Puis la barbarie, on va en péter des gueules. On va être là. Hey, merci. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aux gens. Vous étiez 170 ce soir. Moi, je trouve ça ultra motivant. Je vais arrêter de juste être fâché. Hey, merci, vraiment.